Salut tout le monde, la saison régulière est terminée, place aux choses sérieuses comme tout le monde le dit, place aux pré-playoffs, aux playoffs, mais avant de se lancer dans la véritable saison, on va quand même vous proposer un petit bilan de la dernière journée, un bilan de la saison des clubs romans, on va élire le All-Star Team et désigner le MVP de la saison régulière, on parlera aussi de Swiss League, posez vos questions, on fera interagir beaucoup aujourd'hui, donc chauffez vos claviers et on voit que c'est déjà avec pas mal d'impatience dans le chat, beaucoup de monde qui nous salue, Giant, Jérémy, Stéphane, Billy, Benjamin, Lucas, il y a du beau monde, Marie-Louise aussi, donc bonjour, soyez les bienvenus. Vous voyez l'équipe à ma disposition aujourd'hui, Stéphane Rochette, Pascal Eberhardt, Régis Cerf, messieurs, bonjour tout d'abord. Salut tout le monde, salut David. Bonjour tout le monde. Salut à tous. Alors, remis un petit peu de ces dernières émotions, ces derniers rebondissements, cette dernière journée, on en sait un petit peu plus, Régis, sur ce qui va se passer maintenant ces prochains jours, ces prochaines semaines. Disons que j'avais la chance de me trouver à Zoug. Le calendrier était plutôt bien pour moi parce que je savais que tout reposait quand même sur Bienne qui avait les cartes en main. Donc c'était déjà une ambiance play-off, je peux quand même le dire, parce qu'on sentait vraiment que les Biennois, ils étaient dans leur affaire, ils étaient vraiment focalisés avec la tension inhérente, comme si vraiment les play-offs avaient commencé pour eux. Ça ne s'est pas très bien passé, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'ils ne méritaient pas ce qui leur est arrivé. Ils ont été à la hauteur de l'événement, je le pense quand même. Ils ont fait le match qu'on attendait d'eux. Mais en face, c'était quand même, à mon avis, et je pense que c'est celui de beaucoup, la meilleure équipe de Suisse. Et même quand elle n'a pas le couteau sous la gorge, quand elle n'a pas la pression, elle a toujours un élément qui va empêcher de tourner en rond. L'élément hier, c'était surtout Leonardo Giannoni, il faut le dire, parce qu'il a fait plus de 40 arrêts et il a colmaté toutes les brèches. Après, il a eu aussi un peu de réussite. Il y a eu un tir sur le poteau. Il y a eu une décision des arbitres. C'est vrai qu'il aurait pu être un peu retardé, ce qui aurait pu un peu aussi changer la donne de ce match. Enfin, tout ça pour dire que Bienne a été valeureux, a été vraiment à la hauteur. Et puis, ça s'est joué sur des petites choses. Mais enfin, là, on a goûté déjà, je dirais, à l'esprit playoff avec un petit peu d'avance. Bon, c'était pas pour nous déplaire, hein. Tant mieux que ça dure jusqu'à la dernière minute quasiment, ce petit suspense et tout ça. Toi, Pascal, tu étais aussi en vadrouille hier dans un lieu mythique que les supporters ne vont pas plus voir connaître. Tu étais du côté d'Ambry. C'était un petit peu entre émotion et souvenir que le match que Fribourg a réussi à gagner à la Valachia. Ouais, tu parlais d'émotions, Régis parlait d'émotions. Il y avait des émotions, mais pas celles des playoffs. Même Fribourg n'était pas à la tête aux playoffs, clairement. À la fin du match, j'ai discuté avec quelques joueurs, dont Camerzin avant l'interview, et la question c'était, en fait, on termine combien, on joue contre qui? Le plus important, c'était le moment présent avec cet adieu à Michael Engoy, qui est un joueur qui a été extrêmement apprécié aussi à son passage à Fribourg. Et très beau geste d'ailleurs du club qui lui a offert un maillot dédicacé par ses anciens coéquipiers. C'est le moment le plus émotionnel parce que c'est vraiment le moment où il a réalisé que c'était fini. Même à la sirène finale, c'était un peu chose du côté de la Léventine. On savait plus trop ce qui se passait, comment il fallait faire. Et puis, tout d'un coup, on s'est dit, tiens, on va aller dire merci à Michael d'avoir joué pour nous. Il y a les supporters qui étaient présents sur le parking qui ont commencé à chanter la Montanara, ce qui est un peu bizarre parce que d'habitude, c'est que quand Ambry gagne. Mais voilà, c'était une après-midi, un début de soirée très spécial, mais quand même, il y avait des émotions et c'est aussi pour ça que le hockey sur glace est un beau sport. Oui, déboussolé peut-être du côté de la Valachia. Notre Stéphane Rochette, lui, n'a pas été déboussolé. Il a suivi ça très attentivement dans notre studio avec le multiplex. Puis Stéphane, tu as pu voir surtout que Genève, lui, a fait les choses sérieusement hier et s'est rapidement mis à l'abri aussi. Ça devait débouler un petit peu. Je pense que Genève n'avait pas forcément joué du mauvais hockey les derniers temps. Ils avaient été mal payés. On a vu leur taux de réussite qui n'était pas là, etc. Et je pense qu'hier, en début de match, tac. Ce qui ne rentrait pas les autres matchs est rentré. Des pucks qui sont atterris sur la canne. On marque la passe de faire en powerplay pour Omar est magnifique. Une cage vide aussi sur son premier but. Donc voilà, des rebonds favorables, des trucs qui normalement ne tournaient pas pour eux ont mieux tourné. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont eu la réussite qu'il fallait en début de match. Ensuite, on a géré le truc. Et puis, il faut dire qu'en face, Lugano, est-ce qu'on peut dire qu'ils ne se sont pas vraiment présentés, en tout cas dans la première minute, là. Je ne veux rien enlever à Genève, mais voilà. Voilà, c'est comme ça. Il y a une équipe qui est classée, l'autre pas. Et puis, il y a une équipe qui joue sa vie. Et puis, Genève a fait ce qu'il fallait. Et à juste titre, à mon avis, dans le top 6, même s'il termine 6, à mon avis, Genève a clairement l'équipe pour finir dans le top 6. Et je pense que quand je regarde le classement,
Il est juste. Il est juste en fonction des équipes, la force des équipes, de ce qu'on a vu, des gardiens, de plein de trucs. Je pense que le classement, au vu de la saison qu'on a constaté, le classement, il est juste. Stéphane, vu que tu nous parles du classement, je propose qu'on le montre, qu'on s'en souvienne bien de cette hiérarchie. Pour vous dire encore que Lausanne a perdu son dernier match, mais c'était la 3e ou la 4e place, que l'avantage de la glace était assuré pour les Vaudois avec une défaite 7-5 du côté de Rapperswil. Du coup, le top 6 est connu. Eux, c'est du repos cette semaine pour préparer les playoffs qui commenceront la semaine prochaine. On aura des pré-playoffs entre Bienne et Rapperswil et Davos et Berne qui commencent dès demain. Alors Régis, si Stéphane est assez d'accord avec le classement, toi, t'en penses quoi finalement de cette hiérarchie au bout des presque 52 matchs, j'ai envie de dire? Alors, il y a pas de grosse surprise là-dedans. On avait quand même parlé de la saison difficile qui attendait le SCB. C'est arrivé. Je pense sur les 4 derniers, on était quand même assez d'accord en début de saison. Il y a eu grosse lutte pour la 6e place. Ça, on l'avait aussi un peu imaginé. Je dirais il y a une équipe qui a déçu et une équipe qui a déçu en bien. Si je prends le classement, Lugano, vraiment, il n'y a pas beaucoup de monde qui les mettait à la 2e place. Je pense qu'on a tiré un peu le maximum de cette équipe sur cette saison régulière. Elle est bien montée en puissance et même si ça n'a pas toujours été simple durant la première moitié de saison, par la suite, on a vu que cette équipe avait quand même pas mal de qualité, à commencer par son gardien. Et puis, il y a une équipe qui n'a pas vraiment répondu à l'attente, qui s'appelle Zurich. Je pense qu'on n'imaginait pas du tout, ni vous ni moi, que jusqu'à la dernière journée, ils ne seraient pas encore assurés de prendre part aux séries finales. Ça, je veux dire, ils ont quand même un contingent qui montre qu'on n'a pas vu du grand Zurich jusqu'à présent. Et je mettrai encore une petite déception quand même du côté de Genève, où je m'attendais quand même à ce que cette équipe, elle termine, si ce n'est sur le podium, vraiment juste. Enfin, voilà, je les imaginais la plupart de la saison dans les 3 premiers, et c'est un petit peu l'équipe en retrait au niveau des formations romandes. Je suis assez d'accord avec toi, surtout que Zurich, depuis fin décembre jusqu'à la fin de la saison régulière, c'était en gros presque du n'importe quoi. On est vraiment, bon, on avait beaucoup de blessés, on est d'accord, mais on a vraiment, vraiment baissé de niveau et de qualité de jeu. On peut se ressaisir comme ça avec les joueurs vedettes sur certains matchs qui leur assurent quand même finalement la 5e place, mais Zurich a déçu. Maintenant, à eux de se ressaisir. Pascal, j'ai envie de t'entendre, on va quand même en parler avant de faire le tour des clubs romans, du leader Zug. Je sais pas, qu'est-ce que toi, quel adjectif tu utilises pour qualifier la saison qu'ils nous ont fait? Oh bah, je crois que incroyable, c'est le seul adjectif qui me vient comme ça spontanément. Ils ont eu des blessés et à chaque fois qu'il y a eu des blessés, il y a quelqu'un qui est venu, qui a pris la place. On n'a pas eu l'impression qu'il manquait. Le meilleur exemple, c'est ces 6 dernières semaines où Hoffman était absent. Pourtant, Hoffman, c'est un joueur extrêmement important et je sais pas, vous avez fait attention, vous avez fait gaffe que Hoffman ne jouait pas en fait. Moi, pas. Et même quand Giannoni n'a pas joué, quand c'était Hollenstein ou Meyer qui était au but, l'équipe a joué comme si de rien n'était. Et je pense que voilà, peut-être que le message de Tangnes, il passe super bien dans le vestiaire, ou alors il y a une super chimie dans le vestiaire. Et tant mieux pour Zouk. Maintenant, il faut voir ce que ça donne en playoff parce qu'ils n'ont pas eu. Ils ont eu une route dégagée du 1er octobre à hier. On va espérer pour eux qu'ils ne se prennent pas le mur dès mardi prochain. J'ai envie de dire, Stéphane, que quand on domine autant la saison, il faut aller au bout. Parce que comme ça, on dirait que, sans conteste, le champion était la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe et de loin, je pense, honnêtement, de loin. Nettement, je dirais. Et je pense qu'ils ont toutes les... Évidemment, ils ne sont pas à l'abri d'une blessure de Giannoni, d'une catastrophe, etc. Mais la seule chose qui m'inquiète pour eux, c'est une finale en meilleur des 5. Le meilleur des 5, meilleur des 7, une équipe qui pense battre Zug 4 fois en 2 semaines, ça va être compliqué, là, même sur un mauvais soir. Mais en meilleur des 5, en finale, il y a un petit peu plus de risque pour Zug, mais je ne vois pas qui peut les battre sur une série, une longue série. Je ne vois pas, ils sont tellement dominants à tous les points de vue. Ils ont toutes les cartes en main. Je pense que c'est simplement leur année, à mon avis. Oui, mais le favori n'a pas toujours supporté la pression. On peut braquer. Le Zug, c'est depuis 1998 qu'ils attendent ça. Peut-être qu'ils ont l'équipe pour, mais que quand dans des moments compliqués qu'ils n'ont peut-être pas connus forcément en saison, ça va peut-être se durcir. Il y a peut-être des équipes qui ont les moyens de les sortir de leur jeu si bien léché et si efficace. Ils ont fait 2,29 de moyenne par match, mais les playoffs, c'est une autre saison. Régis, toi, ton avis, Zug, tu les vois comment? Je les vois ultra favoris, mais je suis quand même conscient que
on va dire qu'il y a quoi? Il y a 40% de chances qu'une équipe arrive à se trouver 4 blocs qui sont montés d'un cran tous, dès les quarts de finale, tu sens que ça roule et elle peut par exemple venir de Suisse romande, cette équipe. Hein. Moi, je pense que c'est pas encore dans la poche pour Zug. Après, s'ils sont champions, on pourra dire que c'est qu'une logique, mais je suis assez d'accord qu'il faut quand même être un tout petit peu prudent en disant ça reste du hockey. Déjà fait. Voilà. Giannoni peut se blesser, il peut avoir une crise d'appendicite à Hoffman, une clavicule cassée à Kovar, et puis voilà, il peut avoir un scénario catastrophe. Ça peut arriver, c'est sûr. Puis il y a une équipe qui peut être en mission, puis tout à coup, le gardien est à 97% d'arrêt, danse sur la tête, et puis ça peut arriver. Mais je dirais que là, si on veut être raisonnable, honnêtement, si vous avez une piécette à mettre, mettez-la sur Zug. Parce que je vois ça pas. rapporte pas énormément non plus. C'est ce que j'allais dire, la cote, elle n'est pas très haute. Mais voilà, mais alors si on parle que Zug est en finale, hein, écoutez vos propos, il faut un contradicteur. Pascal, toi, tu vois qui comme équipe la mieux armée, maintenant qu'on connaît en tout cas les 6 premiers pour aller embêter le vainqueur de la saison régulière? Alors là, tu me poses une colle énorme, David. Non, mais j'aime bien. Parce que tout va dépendre aussi comment vont se passer les quarts de finale et les demi-finales. Après, si on se reporte juste à la saison régulière, on parlait d'un club roman, Lausanne a le meilleur bilan contre Zug cette saison. Donc, si on se base juste là-dessus, Lausanne. Mais après, Lugano, Zug les a plutôt joués en première moitié de saison. Et on rappelle que Lugano, c'est la meilleure équipe de la deuxième moitié de saison. Avec, Stéphane le disait encore hier dans le studio, c'est quoi? C'est 3 ou 4 défaites maximum sur les 25 derniers matchs, même pas. Ouais, donc voilà, il faut faire très attention à ce Lugano aussi. On nous dit que Zug ne doit pas faire une Tampa de 2019 non plus. Hein, il n'y a pas Joe Tortorella derrière. Non, c'est juste. Évidemment, ils ne doivent pas craquer au mauvais moment parce qu'ils n'ont pas eu trop de passages à vide. Moi, pour revenir à ce que tu disais, Lausanne peut être un contradicteur sérieux à Zug. Pour la simple et unique raison que c'est la meilleure brigade défensive de la Ligue. Ils sont gros, ils sont grands. Si on regarde les défenseurs, on ne parle pas du système défensif, si je regarde les défenseurs, à mon avis, c'est la meilleure brigade défensive de la Ligue. C'est d'ailleurs elle qui encaisse le moins de buts, à 5 contre 5, etc. Et on a vu dans les matchs Zug-Lausanne, pour en avoir suivi, en tout cas 3 attentivement, que les défenseurs de Lausanne sont capables de contenir la vitesse, sont capables de matcher ou de faire face à la vitesse d'exécution, à la transition rapide de l'équipe zougoise, beaucoup mieux que d'autres équipes qui ont des défenseurs plus lents, moins aiguisés, moins de profondeur en défense. Et je pense que c'est ça. S'il y a une équipe qui peut les embêter au niveau défensif, c'est Lausanne. Maintenant, Lausanne doit être aussi sur une lancée, peut faire du mauvais hockey. Mais il y a d'autres équipes. Lausanne a déjà passé Zurich. Eh oui. Et puis ce serait. Oui, non, mais je dis ça. On parle dans l'hypothèse. Vous savez quoi? La question était c'est même pas une finale. Quelle équipe pouvait les embêter? Donc, moi, je vois Lausanne, mais peut-être qu'ils ne joueront pas du tout contre eux. J'en sais rien. Voilà. Donc, en quart de finale, je pense que ça va être une balade de santé pour Zug. Peu importe qui gagne la série là, entre de Berne et Davos, ça va être walk in the park, comme on dit. Ça va être facile. Bon, mais, on va développer un petit peu, Stéphane, les clubs romans. Avant, une question peut-être pour toi, Régis. Il y a quand même 2-3 personnes qui nous font des remarques sur Cadonneau. On en a beaucoup parlé. Avant de passer aux choses sérieuses, à quand on va le punir sérieusement? Parce qu'il a quand même blessé pas mal de joueurs cette saison et il rentre en play-off en ayant à chaque fois échappé à la patrouille, on peut dire ça comme ça. Écoutez, Cadonneau, c'est vite vu. J'ai fait 2 fois Zouk cette semaine et c'était contre des clubs romans. Donc j'étais bien placé pour un petit peu voir le bonhomme. Dans l'ensemble, il est plutôt discret. Et puis tout à coup, il arrive un moment où il voit une petite opportunité d'aller se farcir un joueur et il se le farcit et ça fait mal. Jörg est commotionné, il n'a pas joué hier encore à cause de sa charge sur Cadonneau et il y en a eu 4 avant. Il y en a 4 avant qui s'est déjà fait, dont rien moins que Peterson et Nettinen qui sont quand même pas les derniers venus. Donc c'est un joueur dont il faut se méfier énormément quand on joue Zug. C'est dommage, je trouve qu'ils ont ce joueur qui fait ça. Il suffirait de le cadrer un peu et puis probablement qu'il se calmerait un petit peu. Mais voilà, monsieur échappe à la patrouille à tous les coups. Je ne sais pas pourquoi. Ça, peut-être que Stéphane, toi, tu as une idée pourquoi on ne l'a pas un peu plus dans le viseur chez des arbitres. Mais en tout cas, ce gars, il est vraiment dangereux. Voilà, je n'ai pas d'autre mot à dire.
Bon, les arbitres là, savent très bien qu'il est dangereux. C'est le genre de gars que tu dois avoir sur ton radar, mais il joue toujours avec la ligne et il s'en sort. Moi, je pense que la fois où il aurait dû être suspendu très, très, très sévèrement, c'est quand il a donné la chance contre la tête à Frédéric Peterson, qui n'a d'ailleurs plus rejoué depuis ce temps-là. Et ça, c'est le scandale que ce soit passé à l'as, parce que c'est vraiment, il n'a plus la rondelle, etc. On en a longuement parlé ici. Après, Nettinen, je ne suis pas convaincu que c'était si méchant, mais c'est un gars qui est limite. Il a été limite avec Moro Yorg, un truc dans l'angle mort. Hier, il a été limite son cross-check. Voilà, donc il est toujours... en NHL, pour résumer, en NHL, les joueurs qui jouent avec... Rappelez-vous de Rafi Torres, qui avait été suspendu 41 matchs, sauf erreur, une fois. C'est qu'en NHL, les joueurs sont avertis. Quand les joueurs jouent limite, ils disent, là, on ne peut pas te choper, mais on t'a à l'œil. Après plusieurs avertissements, il y a des sanctions. Et puis, bam, la sanction est plus parce sévère. qu'à force d'être limite à chaque fois, tu fais déborder le verre et puis tu devrais tomber au moins une fois sous la sanction. Ça veut dire qu'il est mûr pour les playoffs, alors peut-être. Bon, allez, on va classer le dossier Cadonneau. On va faire le tour des clubs romans pour donner à nos abonnés qui nous suivent aujourd'hui le maximum de clés en vue des pré-playoffs et des playoffs qui vont commencer. Vu qu'on parle pré-playoff, je vous propose de commencer par Bienne. Avec le bilan de la saison du HC Bienne, une 7e place finale. On échoue à la dernière journée pour ne pas être qualifié directement dans le top 6. On va devoir passer par les pré-playoffs. Pascal, il va falloir d'abord se remettre du fait de ne pas avoir été qualifié pour Bienne directement avant d'entamer la série face à Rapperswil dès demain. Alors écoute, personnellement, je pense pas qu'il y ait il y a quand même un coup sur la tête parce qu'on espère toujours être plutôt directement en quart de finale qu'en pré-playoff, même si c'est la première année qu'il y a ça. Après, il faut pas le voir comme à l'époque où il y avait des play-outs en série 9 contre 12 et puis on terminait juste 9e avec un demi-point de retard sur le 8e. Là, on est quand même en play-off. Donc finalement, oui, il y a un petit coup au moral parce que on n'a pas une semaine de congé. Mais ça reste des playoffs, donc je pense que bien il va falloir s'appuyer sur ses acquis, notamment la performance de Von Pottelberger dans les buts depuis le mois de janvier qui est vraiment bonne. On voit aussi que l'équipe elle a une cohésion désormais avec son entraîneur, ce qui n'était pas le cas en début de saison. Après, moi, le seul point négatif que je verrai, après, je vous laisse rebondir là-dessus, c'est certains leaders qui sont, depuis le début de la saison, en dents de scie sur l'ensemble de l'exercice. Il y en a qu'on a vu, qu'on n'a pas vu. On en a suffisamment pointé du doigt, je pense, durant la saison, durant les playoffs. Donc, on ne va pas forcément remettre la couche ici. Mais voilà, il va falloir compter sur ces leaders-là, puis compter sur ceux qui ont de l'expérience des playoffs, comme un Beat Forster, pour aller chercher les 2 premières victoires déjà contre Rapperswil. Tiens, Régis, moi je veux t'entendre. Ton bilan de la saison du HC Bienne, tes satisfactions et tes déceptions dans le club zélandais. Alors, en préambule, je dirais juste une chose. C'est l'équipe qui a connu son entraîneur en dernier. Donc, Lars Leuenberger, il a été intronisé durant l'été. Il n'a pas connu son équipe avant. Donc, je pense qu'ils ont eu besoin un peu d'une phase où il fallait apprivoiser l'un et l'autre, le groupe pour un côté, l'entraîneur de l'autre, passer de la phase Termenen à celle de Leuenberger, ce qui, je pense, est déjà une partie de l'explication pourquoi ils ont traîné assez longtemps, plutôt dans le bas du classement en début de saison. Ensuite, on a vu la montée en puissance de quelques joueurs. Pas des leaders qu'on attendait forcément, parce qu'il y en a qui tout sautent encore. Moi, je dirais que Van Pottelberg est le joueur qui, si je retiens surtout la fin de saison, et on a tendance à le faire, c'est le joueur qui m'a le plus étonné dans cette équipe, enfin, qui a en tout cas le plus joué au niveau élevé. Il y a quelques joueurs suisses qui ont quand même su bien tenir la baraque. Un Kunti a confirmé. En termes de joueurs suisses, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de déception. Mais par contre, sur les joueurs leaders étrangers, effectivement, là, je trouve qu'on est un peu plus sur la retenue. Évidemment, Tony Rayala, on y pense en premier. Mais je trouve qu'un Marc-Antoine Pouliot a un peu plus fait son âge peut-être que d'habitude. Lindbaum, on l'a vu encore hier, c'est lui qui fait la grosse faute sur le 1 partout, qui remet beaucoup de choses en question sur cette rencontre. Donc, voilà, un peu déçu par ce genre de leader. Et puis, moi, je dirais qu'il y a un élément quand même pour ce pré-playoff. Moi, je le dis et je le pense, ils sont favoris, mais il y a une chose dont on ne sait pas l'impact et on aura de la peine à l'évaluer, c'est le Covid. Parce qu'on sait que là, il y a eu des joueurs touchés. Maintenant, on parle que Pouliot, c'est pour ça qu'il aurait manqué le match hier. Voilà.
Comment ils vont réagir? Parce que là, ils ont dû aligner 2 gros matchs, beaucoup d'émotions et tout, grosse déception. Mais maintenant, il faut continuer. Et peut-être qu'il y aura le contre-coup de ces 10 jours où ils n'ont pas pu s'entraîner normalement. Et c'est un peu pour ça que je dirais attention à ce pré-play. Moi, je te rejoins sur un point, Régis, c'est l'histoire avec l'entraîneur. C'est vrai que ça n'a pas été facile à être adopté et à être accepté. Puis j'ai même un peu l'impression que c'est le vestiaire qui a un petit peu fait, on va dire, opposition à l'arrivée de Lars Leuenberger et peut-être à son schéma de jeu. On ne voulait pas être trop bousculé. On a mis énormément de temps, moi je trouve beaucoup trop, de la part des joueurs à finalement jouer comme le voulait Lars Leuenberger. Et c'était presque trop tard à un moment donné. Il faut dire que Bienne termine bien la saison, termine même assez en force. Ils ont eu une quarantaine, ils sont revenus, ils ont presque fait le nécessaire pour aller dans le top 6, mais que c'était un petit peu tard. Donc ça, c'est ma déception. Après, il y a bien sûr Van Pottelberg qui a, on va dire, la belle surprise aussi, qui a eu le début de saison de Yanis Moser qui a été stratosphérique et vite redescendu. Ensuite, après, il a fait son boulot plus défensif et que les étrangers, on en a parlé, ont moins performé. Mais Stéphane, dans cette série en 3, quand même, contre Rapperswil, on a bien vanté quand même les qualités de cette équipe, même si en fin de saison, c'était quand même plus compliqué. C'est quand même un peu Rapperswil, leur problème, c'est qu'ils ont des problèmes au but. Et la moyenne cumulée des 2 gardiens est inférieure à 90% là, sur 50 matchs. Tu peux pas espérer faire quoi que ce soit. Ils sont dangereux en attaque. Ils ont Chervenka, Clark, ils ont un power play qui peut marquer des buts. Donc, si Bienne prend des pénalités, c'est 3 matchs, ça passe comme ça. Une mauvaise décision arbitrale, des pénalités stupides, 2 matchs en power play, un peu de chance, et puis vous pouvez vite vous perdre. Alors ça, c'est un coup de dé. Oui, Bienne est meilleur que Rappi, il n'y a pas photo. Mais après, meilleur au but surtout, oui. Mais sur 2 matchs, on le sait comme c'est, hein, le hockey. Hein? Donc, tu perds le premier match sur un détail, et puis tout à coup, tu t'exposes. Tout peut arriver. Honnêtement, sur une série de 3, moi, jouer une saison sur une série de 3, je trouve ça un peu dommage, mais c'est la formule. Puis voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, mais imaginez que cette formule, elle nous a quand même un petit peu mis plus de piquant en fin de saison, quand même, Stéphane. Il y a Billy Varpelin qui nous rappelle que avec des séries en 3, toutes les théories qu'on peut faire peuvent tomber, on est d'accord. Même sur 52 matchs, hein, toutes les théories qu'on fait peuvent tomber. Le bloc de proof nous dit que Bienne a terminé finalement 2e sur les 10 derniers matchs derrière Lugano, qui a été la meilleure équipe sur le final. Bienne d'une fin de saison extraordinaire. On l'avait dit, si Bienne veut espérer être dans le top 6, on a dit ça il y a un mois en arrière, s'ils veulent espérer être dans le top 6, il faut qu'ils fassent une série de victoires. Ils ont fait une série de victoires, mais ils ont juste perdu le dernier qui aurait probablement mérité mieux. Donc voilà, c'est comme ça, ils sont partis trop tard. Ils ont couru à la fin, mais ils sont partis trop tard. Et puis voilà, mais ils peuvent être surpris par Rapperswil sur une série de tours. On peut faire les théories qu'on veut. Puis pour revenir à ce que tu disais, effectivement, cette année, heureusement qu'on a ce format-là, parce que le top 8, ça aurait été réglé depuis belle lurette. Pascal, il y a Loïc Glana qui nous dit que Brunner, très remuant, peut peut-être faire des pré-playoffs, des playoffs du feu de Dieu pour aider Bienne, vu qu'on parlait des leaders avant. Oui, tout à fait. Après, on sait qu'il a été blessé cette saison. Ça a été difficile pour lui au début de revenir. Maintenant, il a retrouvé un petit peu son rythme. En théorie, il est immunisé contre le Covid parce qu'il l'a eu l'été passé. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour éviter de le choper durant les pré-playoffs ou les playoffs? À voir, je ne lui souhaite pas, bien évidemment. On sait que les joueurs vont être extrêmement testés. Hein. Aujourd'hui, les Biennois, les Saint-Gallois, les Davosiens et les Bernois, ils passent tous avec les couvillons dans le nez pour des tests rapides. Ce sera la même chose en 2 jours et éventuellement encore dans 5. Donc, en théorie, on devrait être assez protégé. En tout cas, ça va assez vite s'il y a des joueurs qui sont à risque. Pour répondre à la question sur pour revenir à Brunner, oui, effectivement, il peut mener son équipe au titre. Il en a les moyens. Mais déjà, il faut passer l'écueil Rapperswil. Pour rester sur les théories faites avec les statistiques de la saison, je rappellerai quand même que Bienne a gagné les 3 matchs contre Rapperswil cette saison. Donc, on a vu en Swiss League, Régis, que la logique avait été aussi respectée dans ces pré-playoffs. Oui. Après, on est en Swiss League, il y a une hiérarchie qui est quand même un peu plus marquée qu'en National League. Donc, ne tirons pas trop de conclusions parce que la Chaux-de-Fonds et Viège s'en sont tirés sans trop de dommages. Ça n'a pas été simple pour les Chaux-de-Fonniers. Ça s'est joué sur un 3e match. Enfin, voilà, attendons. Moi, je ne tiens pas de théorie avec ça. Après, j'aimerais juste revenir sur un truc que Stéphane a dit. C'est pourquoi ces 3 matchs, tout simplement parce que si on fait plus, c'est l'attente pour les équipes qui sont directement qualifiées, c'est
plus qu'une semaine. C'est tout simplement ça. En faisant 3 matchs, c'est ouais. juste une semaine. Donc voilà. J'ai envie de dire que l'équipe qui est... Après, excusez-moi, j'ai pas été au bout parce que la remarque de Billy Varpolan sur Cadena, elle me fait rire, donc je vais vous la lire. C'est avec un peu de chance le test PCR sur Cadena où il ira trop loin et percera son cerveau, ça le rendra intelligent avec un clin d'œil. On aime bien l'humour, mais c'est vrai que finalement, moi j'aime bien ce concept de donner une chance aussi aux équipes qui vont finir à la place 9 et 10 et de relancer un petit peu cet intérêt et tout ça. Moi je trouve que ça a ce côté pimenté et puis que l'équipe qui termine 7 et 8 maintenant va devoir aussi montrer qu'elle vaut le classement qu'elle a établi. Moi, il y a un truc qui me chicote, c'est que le gagnant de 7 et 10, donc Bienne, Rapperswil, on se bat pour la 7e place. Et le gagnant va rencontrer le 2e. Et ça me dérange parce que Rapperswil a fini 10e. Advenant que sur le coup du sort, ils battent Bienne, qui est une équipe meilleure qu'eux, donc sur 3 matchs, ils surprennent Bienne. Ils tombent contre le 2e, ils évitent Zug. Et ça me dérange profondément. C'est bizarre. Ça, c'est une version suisse des pré-playoffs. Pour l'instant, on ne veut pas gêner trop de monde, donc on part sur le principe que... parce que partout ailleurs, il y a des pré-playoffs. Si le 10e il passe, il joue contre le premier. Voilà. Ouais, c'est le moins... Là, il y a 2 séries. Tu prends les 2 gagnants, tu prends le moins bien classé. Durant la saison, il devrait affronter le premier et l'autre devrait affronter le 2e, logiquement. Alors que là, Rapperswil, en finissant 10e, vont peut-être avoir un avantage. C'est le bon côté suisse, messieurs, la neutralité, ne pas trop après, moi, j'ai entendu quelque chose qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'en 2 jours, tu n'as pas le temps de préparer ton adversaire suivant. On fait quoi quand ça va en 7 et puis que le match 1 des demi-finales ou de la finale, il est juste derrière. Donc, l'argument, il était fallacieux, mais c'est des arguments qu'on entend très souvent en Suisse, ce genre de choses. On a toujours fait comme ça, c'est trop compliqué et tout ça, alors que... il suffit de regarder ailleurs. Très loin de chez nous. Il suffit d'aller regarder en Allemagne. On dit non, puis après on réfléchit, quoi. Voilà, exactement. C'est ce que Yannick dit. En gros, il passe de la 10e à la 8e place en 3 matchs. On est d'accord. Allez, faites chauffer vos claviers. On veut des questions parce qu'on va passer au bilan de la saison régulière de Genève Servette. Des Genevois donc qui se sont hissés au 6e rang à la dernière journée, des Genevois qui étaient longtemps top 4, 2e même, il n'y a pas si longtemps que ça. On en faisait même les principaux contradicteurs de l'équipe de Zug. On a un petit peu pédalé dans le yogourt dans la fin de saison. Régis, le bilan global, j'ai pas envie qu'on se concentre que sur la fin, mais le bilan global de Genève que toi tu dresses. Un peu décevant. Je m'attendais vraiment à ce que cette équipe elle soit en lutte pour le podium et même je la voyais sur le podium à la fin du championnat. Je pense qu'il y a eu quelques leaders qui ont eu des hauts et des bas et qui ont quand même pas mal plombé. Ce qui s'est passé, il y a eu des comportements, enfin ils ont été rattrapés par leur comportement par moment et je pense que ça a pesé un petit peu sur toute l'équipe. C'est d'autant plus décevant qu'il y a eu un Gauthier Desclous qui a été excellent, qui a vraiment livré la marchandise tout au long du championnat, qui leur a permis de gagner des matchs et avec un gardien comme ça. Bon, d'accord, c'est pas la meilleure défense, mais on le savait dès le départ que c'était pas la meilleure défense. Peut-être que ça les a plus handicapés que je l'imagine, mais moi je pense que le bilan il est pas extraordinaire sur ce championnat régulier et vraiment il y a eu des gens qui ont perturbé l'équipe, je pense, parce qu'elle était bien partie. Et si tout le monde était un petit peu coincé par moment ou avait eu un bon comportement, eh bien, il serait plus haut que ça. Il ne se serait pas battu jusqu'à la dernière minutière. Et ce n'est pas le problème d'avoir une équipe avec beaucoup de forts caractères, de vedettes aussi, qu'il faut gérer. Un entraîneur qui est un peu néophyte dans ce domaine-là, peut-être des fois trop timide, ce n'est pas toujours facile à gérer. Hein. Et puis un vestiaire comme Genève a eu, cette saison, ça faisait de longues années. Chris Maxorley nous rappelait tout le temps qu'il avait la meilleure équipe en début de saison. Mais cette année, il avait quand même, Patrick Aymon, un effectif pour aller peut-être chercher le podium facilement, comme tu le dis, Régis. Est-ce qu'on n'a pas pêché finalement dans les choix faits par le coaching staff par rapport à des joueurs plus difficiles à cadrer? Moi, j'en ai parlé de ça. Hein. J'en ai parlé tôt dans la saison. Je l'ai répété. Et puis, on a ajouté un Linus Omark, qui est un super joueur de hockey offensif, qui est un chasseur de points. On le savait qu'il finirait les premiers marqueurs. Ça, c'est un spécialiste en powerplay. Presque 45%, 44% de ses points en powerplay. C'est un grand spécialiste. Mais c'est un gars qui est difficile à gérer. C'est un gars qui perturbe l'équilibre d'un vestiaire parce qu'il a besoin d'attention
il a besoin d'être la star, il a besoin d'être mis en avant, il critique volontiers le choix des entraîneurs, il fait des commentaires déplacés, il ne respecte pas toujours les consignes. C'est un joueur qui joue sur son propre programme. C'est comme ça qu'on le décrit. Alors, on le savait quand on l'a engagé, Chris McSorley a dit « Il est dispo, est-ce que ça vous intéresse? Je ne vous le conseille pas, mais pour X raisons, mais ça reste un bon joueur, mais il faudra le gérer. » Donc, le coach X-Sanf a dit « Oui, on le veut parce qu'on va le gérer, nous. » Je ne sais pas s'ils l'ont géré ultimement. J'ai des infos à gauche, à droite, mais ça reste un gars qui perturbe la chimie d'un vestiaire. Et puis, à côté de ça, donc, il faut voir s'il amène plus au club qui lui nuit dans sa phase défensive versus offensive et dans son attitude. Autre chose, on a Eric Fair qu'on a réengagé. À mon avis, c'est un des joueurs les plus utiles à son équipe dans cette ligue-là. Il est bons engagements, il peut être physique, c'est un centre droitier. Les grosses minutes de glace, il joue contre le premier bloc adverse. C'est un des MVP du championnat. Si il n'avait pas pris autant de pénalités stupides, parce que c'est un gars qui dérange l'équipe dans un match, pas dans le vestiaire, dans un match, parce qu'il vient hors de lui. Alors, Winnick est un grand râleur aussi, mais Fair a pris un paquet de pénalités stupides qui a desservi son équipe. Donc, il est, au point de vue hockey, c'est un des plus utiles, sinon le plus utile, mais il défait tout avec son comportement, il perturbe tout le monde, il emmerde tout le monde. Et puis, au bout d'un moment, il faut gérer ces gars-là entre Omark, qui est une star, puis lui, qui a un comportement désagréable durant les matchs, puis Winnick, qui discute tout le temps. C'est compliqué à gérer. Et puis, comme j'ai déjà dit plus tôt, la pire ennemie de Genève, c'est Genève. Moi, je rembobine en octobre dernier, Pascal. On écrivait pour présenter la saison que le quatuor d'étrangers de Genève Servette allait être le plus fort de la saison. Beaucoup utilisé. Est-ce que pour toi, ils ont répondu aux attentes qui étaient placées en eux, en tout cas chez nous et chez quand même pas mal de nos collègues et supporters, d'être les meilleurs étrangers du championnat? Tout dépend de quel point de vue on regarde. Si on regarde que du point de vue production offensive, oui, clairement, Genève a le meilleur quatuor d'étrangers avec Tom Ernest qu'on a oublié de citer, et puis Asselin qui s'est rajouté. Ils sont excellents, ils sont dominants offensivement. Par contre, je vais ressouligner ce qu'ont dit Régis et Stéphane, c'est les lacunes défensives de Marc, ça a été flagrant sur certains buts, notamment contre Bienne lors de l'avant-dernier match. Le comportement de Fer, si on prend son total de pénalités, il a quasiment passé 3 matchs pénalisés. C'est beaucoup trop. Et Winnick n'est pas loin non plus avec 80 minutes ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas la statistique exacte de ça. Tom Ernest, on voit que quand il est blessé, c'est un peu plus compliqué derrière. Et puis pour ajouter dans les absences, je vais reprendre ce que Johan Pont a dit dans les commentaires, parce que je suis d'accord avec ce qu'il dit. Finalement, plus Mercier que Maurer, mais il manque quand même 2 éléments qui ont du poids, Maurer physiquement et puis Mercier au niveau de l'expérience. Dans cette défense, au bout d'un moment, Smons, il est léger. C'est pas contre lui. C'est vrai que l'année passée, j'avais déjà dit que Smons et Le Cool, il fallait voir comment il réagirait sur des matchs difficiles. Mais Smons, il a peu joué. Et quand il a joué, il a peu joué aussi au niveau du temps de jeu. Donc voilà, il y a Le Cool qui a Carrère qui peuvent compenser, mais derrière, ça va être un peu plus compliqué, alors qu'il y a déjà Il y a le départ de Ria aussi. Le départ de Ria, on n'en a pas beaucoup parlé. Moi, j'ai discuté de ça avec Patrick Aymon. Il m'a dit il ne faut pas négliger le départ de Ria, qui avait vraiment steppé up cette année, avait pris une coche, je trouve, dans son jeu. Il était plus dynamique, etc. Il shootait le puck, il complétait bien un trio. Et puis, là, on a perdu soudainement beaucoup de profondeur à l'aile droite. Et ça a perturbé aussi l'équipe. Puis l'évaluation qu'on avait de l'équipe en début de saison, ça incluait Ria. Donc, voilà. Cette ligne du début de saison, elle a été reconstituée avec la ligne des 3 Suisses que étaient Vermin, Rode et Tanner Richard après, mais on n'a pas retrouvé peut-être le meilleur complément non plus, peut-être pour jouer avec Linus Omark dans un trio, on va dire, ultra dominant. Oui, Winnick est venu, mais on a cherché un petit peu le 3e où Yamo a terminé la saison. Mais justement, Régis, moi je reviens vers toi. Je te vois discret et tout, je suis sûr que tu as envie de discuter de tout ça. C'est forte personnalité. C'est à double tranchant. Mais si l'équipe commence à prendre corps aussi, ça peut amener très très loin Genève, tout ça. Ça peut être chiant en play-off. Exactement, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'une équipe romande peut régater en montant, en mettant le turbo et en passant en vitesse play-off. Je pense autant à Genève qu'à Lausanne parce que je suis persuadé que dans cette équipe, on est capable
de faire corps, de retrouver le meilleur de toutes ces individualités, parce qu'on a trop souvent vu le mauvais côté, mais tu l'as évoqué un peu Stéphane, ils ont des excellents côtés, des Eric Fer et des Linus Omark. Hein. On parle pas de joueurs de deuxième zone qui viennent perturber le groupe là. Hein. Non, moi, je veux croire que si ces joueurs-là font vraiment sortent le meilleur et laissent un peu de côté pendant les playoffs, ça peut être une équipe très compliquée. Après, la blessure de Maurer, je pense qu'elle a été un petit peu négligée pour notre part. Et ça, normalement, je crois qu'on ne le reverra plus. Hein. Il n'y a pas de. Non, sa saison est finie, ça a été annoncé, je crois. Puis moi, je veux vous dire, quand Linus Omark est arrivé en Suisse, on était tous contents. On savait les bons et les mauvais côtés du garçon, mais c'est un joueur comme on en veut peut-être un petit peu plus parce qu'il est électrisant finalement. Il amène autant des fois on va dire, à émerveiller même les supporters adverses, même s'ils n'auront jamais le courage de le dire. Il a quand même marqué des sacrés buts, fait des sacrés passes, mais il nous énerve aussi. Mais c'est ça les bons joueurs qui manquent peut-être encore un petit peu plus dans d'autres équipes. On en parle en bien, en mal. Linus Omark a été fidèle à lui-même, moi j'ai envie de dire. Et puis il a peut-être fait des jalousies à l'intérieur du vestiaire chez d'autres, mais ça les a peut-être poussés à être meilleurs. Et puis maintenant, il va falloir laisser les égos de côté et puis venir en équipe durant ces playoffs. Tiens, on connaît l'adversaire de Genève. On va parler de Fribourg juste après. Mais si on parle que des bons côtés de cette série Fribourg-Genève, en parlant que côté genevois, Stéphane, quels sont les atouts que Genève peut mettre contre Fribourg? Ils peuvent perturber. Si Genève peut perturber son propre vestiaire, ils peuvent perturber l'autre équipe aussi. C'est ce que Régis vient de dire. C'est une équipe qui peut tourner à l'envers une série en mourir de mille et une façons, parce qu'Omark peut être spectaculaire, puis peut te faire des trucs incroyables, parce que Fer peut déranger tout le monde, puis perturber, puis jouer physique. Et je pense que si Genève sort la carte physique, ça peut être compliqué pour Fribourg. J'ai l'impression que c'est une équipe qui est un petit peu plus physique, un petit peu plus hargneuse. Et puis, elle sort ce côté-là, elle peut perturber Fribourg. Mais honnêtement, là, bien malin celui qui peut prédire l'issue de cette série. Je sais pas, je réfléchissais à ça ce matin. Je ne sais pas trop par quel bout l'empoigner. Puis bon, c'est plutôt sympa à voir, Pascal, ce qui va arriver. C'est Berra, c'est Desclous. Ouais. Oui. Si on continue de parler plutôt de Genève, il fait une saison monstrueuse. Il n'a plus rien à envier à ces gardiens qui sont établis depuis quelques années. Oui, mais moi, je vois deux problèmes sur ces deux joueurs. C'est que leur expérience en play-off, pour Berra, ça remonte à 2013. Il n'a pas disputé de play-off depuis. Et puis, Desclous, il a disputé 4 matchs avec Genève en play-off. Et il a une moyenne catastrophique. Il a été pas bon, mais c'était avant qu'il joue les play-offs avec Ajoie. Donc, mais on ne parle pas de jeunes gardiens. On ne parle pas de jeunes gardiens qui débutent non plus. Non, mais c'est quand même spécial pour les gardiens. La gestion de la pression, il y a la gestion des mauvais résultats. On sait que les deux sont très forts mentalement, qu'ils sont capables de tourner la page très rapidement, mais on a quand même vu cette saison Berra s'énerver, Desclous pas toujours être à 100% parfait. Donc voilà, les playoffs, on n'arrête pas de le dire, c'est une nouvelle saison. On parle des joueurs qui n'arrêtent pas de parler et qui mettent la pression. Il n'y a pas que Fer et Winnick qui sont chiants avec le trash talk à Genève. Hein. Il y en a d'autres. Il y a Richard, il y a Rhodes, s'il revient de blessure aussi, qui peut être c'est un élément important. Très important pour son équipe et pour sortir des joueurs adverses du match. Après, je ne pense pas qu'il faut regarder comme Ludovic l'histoire des playoffs, parce que la dernière série entre Fribourg et Genève, ça remonte à trop longtemps. Voilà. Oui, Genève a toujours battu Fribourg pour l'instant en playoff. C'est ce que tu veux dire, Pascal. Oui, mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Fribourg a bien changé aussi. Fribourg a fait une super saison offensivement, et je pense que c'est avec notamment la première unité de jeu de puissance que Fribourg peut faire la différence. Donc l'indiscipline genevoise pourrait être la clé de cette série. Écoutez, on verra tout ça. On va passer maintenant au contradicteur de Genève dans ses playoffs, à l'actualité, au bilan de la saison de Fribourg-Gotteron. Fribourg avec une défense peut-être un peu légère, Fribourg qui se repose beaucoup sur Reto Berrin, Fribourg qui a un super power play, mais Fribourg qui termine quand même sur le podium de cette saison avec cette troisième place finale, 90 points, 1,76 de moyenne. Stéphane, voilà, on a pu émettre des doutes au cours de la saison. Maintenant, relevant le positif, Fribourg a été constant, régulier, et aura l'avantage de la glace en play-off.
Ben oui, écoutez, Fribourg a fait une super saison. Berra a été étincelant. On a gommé nos petites lacunes en défense. On a compensé par la réussite en attaque. Une bonne performance. Une équipe qui était bien organisée, qui a su faire les points, qui devait faire peu de défaites contre les équipes moins fortes qu'eux, plus mal classées qu'eux au classement, des équipes moins percutantes. Ils ont fait le plein de points. Et le seul, moi, si je suis Christian Dubé, je suis satisfait de la saison. Je suis fan de Fribourg, je suis satisfait de la saison. Par contre, je suis inquiet, et je le répète, je reviens avec ça, je suis inquiet de la performance de mon équipe contre les bonnes équipes. Parce que c'est pas bon du tout. C'est quoi? C'est 5, 6 victoires en 20, une vingtaine de matchs contre Zug, Lausanne, Genève, les bonnes équipes de la Ligue, Lugano. C'est pas reluisant du tout. Dès que ça va un peu plus vite, dès que l'équipe en face est plus percutante en attaque, les lacunes, le manque de mobilité en défense ressort, c'est criant, et ça prend un grand Berra pour sauver les meubles, ce qu'il n'a pas réussi à faire de façon régulière contre les bonnes équipes. Je suis Dubé, je me dis une série de 7 matchs contre Genève, je suis un petit peu inquiet. Oui, on a fait ce qu'il fallait. Et là, je dois dire que Fribourg a été constant. On dit que c'est une équipe qui fonctionnait beaucoup à l'émotion. Maintenant, elle a été constante au niveau des émotions. Est-ce que le fait qu'il n'y avait pas de public, ça les a aidés? Parce qu'on sait qu'à Fribourg, quand ça va mal, les fans se retournent vite contre eux, puis c'est compliqué. Et quand ça va bien, ils sont des dieux. C'est comme à Montréal, c'est très, très haut, très, très bas. Il n'y a pas de juste milieu. C'est un club de cœur. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de spectateurs, peut-être ça les a aidés dans cette constance-là. Ils sont revenus dans les matchs in extremis. Peut-être que s'il y avait eu des gens dans les gradins qui les auraient sifflés, ça ne serait pas arrivé. J'en sais rien. Ça a peut-être un effet. Mais ils ont eu beaucoup de constance, beaucoup de sérénité. Ils ont fait les points. Ils ont surpris personne en bien ou en mal. Donc, ils n'ont pas fait des exploits. Ils ont gagné ce qu'il fallait. C'était un long fleuve tranquille. Ils ont eu des COVID en début d'année. Le timing au niveau du calendrier était excellent pour eux. J'ai l'impression que Fribourg, cette année, les étoiles ont été alignées depuis le début. Et on en a profité. On a fait des belles choses. Christian Dubé a fait son job comme entraîneur. Il faut le dire. Il faut le relever. Et moi, je suis lui. Je suis confiant. Mais je suis aussi inquiet parce que je me dis là, on va rencontrer que des équipes contre lesquelles on a peiné durant l'année. La preuve est là. On fait un petit tour dans le chat. Arnaud Torche qui espère rigoler après 8 mois que Fribourg élimine Genève. Il y a Fabrice de Gobet qui nous dit très belle saison de Fribourg avec 2 coachs sans expérience. Et un Berra qui a encore des matchs de championnat du monde dans sa botte. Ça va être peut-être un beau duel face à des clous. Le bloc de Plouf nous dit les playoffs pour Fribourg, c'est du bonus. Pour Genève, c'est le début des choses sérieuses. Peut-être que Berra, ça c'est une question de Jérémy Grosset, ne pourra peut-être pas tirer en avant Fribourg tout seul. L'impression qu'il manque un petit quelque chose, Régis, à Fribourg-Gotteron pour espérer mieux. Ton avis? Alors, moi, je pense clairement que cette équipe a exploité tout son potentiel durant la saison régulière. Je ne pense pas qu'elle ait encore une grosse marge de progression, qu'il y a des joueurs qui vont encore plus performer que ce qu'ils ont fait dans la saison. Moi, je trouve justement là où c'est remarquable, et je pense qu'il faut donner crédit au coach dans ce cas-là. Ah ben voilà, on a perdu Régis. On a perdu Régis. Ouais, j'ai cru que c'était moi parce que vous ne bougiez plus. On fait une super saison. Voilà. La connexion chez toi, Régis, n'est pas super bonne. On te retrouve dans un petit moment. Je suis sûr que c'était très intéressant ce que tu nous disais. En tout cas, on buvait tes paroles. Si tu peux nous faire un petit résumé raccourci, c'est avec plaisir. Alors, bon, je disais qu'on a à peu près tiré le meilleur des éléments et ça va être difficile de faire un gros step en avant. Et je pense qu'on a vu du très grand Reto Berra dans l'ensemble de cette saison. En tout cas, il a rarement coûté des points à Fribourg-Gotteron. Et je me réjouis de ce duel Desclous-Berra, ce qui pour moi est le meilleur duel de gardien de la saison. C'est que mon avis peut-être. Je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord, qu'il y en a d'autres qui ont des statistiques qui parlent peut-être plus en leur faveur, notamment à Lausanne, peut-être même à Lugano. Mais pour moi, et c'est pas que je vais être chauvin pro-roman, mais Berra et Desclous, ils ont vraiment super bien carburé tout au long de la saison. Mais maintenant, je ne vois pas vraiment encore ce que Fribourg peut faire de beaucoup mieux, alors que je vois une marge de progression peut-être à Genève. Et c'est pour ça que je ne suis pas convaincu que les Fribourgeois sont les favoris de ce duel de quart de finale. Donc, on va continuer de parler de Fribourg, des satisfactions. On parle un moment quand même de la saison de Motet. Di Domenico qui répond quand même
aux attentes. Gunderson en défense qui a été monstrueux. On pointe les leaders là. Il y a d'autres joueurs qu'on pourrait évoquer, mais quand même, un mot, Steph, d'abord pour Motet. Quelle saison. Kylian, il a ralenti. On se demandait s'il n'allait pas sur une séquence de 30 buts. Je pense qu'il y avait 15 buts dans les premières après 26 matchs. Bon, la loi de la moyenne l'a rattrapé un peu. Il finit avec 23. Évidemment, la deuxième partie, ça a été un peu plus compliqué, un peu moins de réussite, mais il a fait une saison incroyable. C'est quasiment 50 points. Kylian est vraiment sorti de sa coquille à l'âge de 30 ans. Il connaît la meilleure saison en carrière. Powerplay, il shoot le puck quasiment comme Grégory Hoffman. Honnêtement, c'est ce que j'ai entendu dans les coulisses. Donc, voilà, chapeau à lui. On est content pour lui et ça a transporté, ça a transcendé aussi Fribourg. C'est une performance qu'on n'attendait pas de lui. C'est un gars qui nous a habitués à 30 points par année. Là, c'est quasiment du 50 points. Donc, il a bien performé. Je vous rappellerai qu'au début de l'année, les premiers matchs, il jouait à sa 4e ligne. Hein. Après, il l'a mis avec la première ligne, ça s'est mis à marcher, puis c'est parti comme en l'an 40. Donc, et puis pour Di Domenico, c'est un excellent joueur de hockey. Moi, je l'ai dit quand ils l'ont engagé, c'est un talent offensif. C'est un des meilleurs joueurs de la Ligue offensivement. C'est un gars qui génère de l'attaque, qui transporte la rondelle. Quand il a le puck, on a toujours l'impression qu'il a une seconde de plus que les autres ou 2 secondes de plus que les autres. Il gère les espaces libres, le temps et l'espace mieux que quiconque dans cette Ligue. Et c'est un spécialiste. Moi, il est un peu comme Linus Ullmark. C'est un spécialiste offensif. C'est un grand spécialiste offensif, un peu moins spectaculaire qu'Ullmark, mais c'est un spécialiste. Grosse lacune défensive. Ça ne l'intéresse pas vraiment non plus le jeu défensif, mais il apporte beaucoup, il génère de l'attaque, il crée des trucs, c'est un excellent passeur. Il marque des buts, il a 15 buts quand même et 10 buts en power play. C'est un spécialiste de l'avantage numérique. Un peu comme Enzo Corvi, des gars qui ont un maximum, comme on marque, qui récoltent un maximum de points en supériorité numérique lorsqu'il y a un peu de temps et d'espace et puis qu'ils peuvent shooter leur puck. Ils sont excellents. Et l'ajout de Di Domenico et la saison de Kylian Motet extraordinaire qu'on ne s'attendait pas, c'est ce qui a fait la différence, c'est ce qui a propulsé, je pense. Bon, il faut parler de Gunderson aussi, mais on s'y attendait, on savait qu'il était bon. Mais c'est ce qui a propulsé Fribourg en avant pour moi. Le powerplay, c'est clair et tout, mais Pascal, on t'écoute volontiers. Ouais. Sur ce que tu disais par rapport à Di Domenico, en comparant à Marc, il est quand même meilleur défensivement que Marc. Hein. Hier contre Ambry, il fait beaucoup aussi dans sa zone pour récupérer le puck qui va dans les bandes. Et puis moi, ce qui m'a impressionné chez Di Domenico, je l'avais dit quand on s'est réunis pour parler de la saison régulière, c'était son comportement sur la glace. On sait que c'est un joueur qui est très émotif. Il a maîtrisé ses émotions. Il était rarement sur le dos des arbitres. Il n'y avait pas de public, Pascal. Ça l'a beaucoup aidé, à mon avis. Il n'y avait peut-être pas de public, mais regarde, on parlait d'Eric Fer qui est insupportable avec les arbitres. Di Domenico, on savait qu'il pouvait être insupportable avec les arbitres. Il s'est tenu. Je pense que Christian Dubé lui a dit « Je t'ai engagé pour que tu ailles marquer des buts, pour que tu me marques 10 buts en powerplay. » Et puis il a répondu présent. Hier encore, il marque un super but. Il est bien placé sur son aile gauche. Il se fait oublier quasiment un powerplay sur 2. Donc voilà, il va falloir compter avec lui et ça va être un élément clé dans cette série. Ouais, un mot sur Stolberg, 5 étrangers, mais il va falloir compter sur Brodin peut-être. Desharnais a aussi été bon, on n'en a pas parlé. Il a prolongé, il a convaincu les dirigeants. Régis, comment se présente Fribourg avant le début de ses playoffs pour toi? Si Stolberg est de nouveau out pour le début des playoffs, c'est sérieusement un handicap. Je pense que Fribourg a besoin de ces 4 qui ont été les 4 étrangers de base, avec un super centre comme Desharnais. Stolberg, il a haussé son niveau clairement cette saison par rapport à la saison passée. Et puis Gunderson, je crois que ça fait aucun doute qu'il a été au top de ce qu'il pouvait être. Guido, vous l'avez évoqué, j'ai rien à rajouter. On a un quatuor qui est capable vraiment d'être top, quoi, qui a tiré l'équipe en avant et je pense qu'on a besoin de Stolberg à Fribourg dans ce quart de finale face à Genève, quoi, plus que de Brodin. Les bruits de couloir hier sur Stolberg qui n'a pas fini le match, qui n'a pas joué le 3e tiers, c'est une petite blessure au genou. Enfin, c'est ce qu'on nous a laissé entendre dans les bruits de couloir. À voir comment il se remet, mais est-ce qu'il est réellement remis du choc à la tête contre Marty? Ça, j'en suis moi convaincu. Je l'ai trouvé un petit peu pas en forme hier contre Ambry. Après, le match faisait aussi que c'était pas forcément évident d'être bien dedans. Le premier tiers était très intéressant, la suite était plus du remplissage, mais je ne l'ai pas trouvé aussi impressionnant que j'avais pu le trouver sur les matchs précédents de Fribourg que j'ai commenté. Après, Brodin, on parle de lui, mais je ne sais même pas s'il est de retour à l'entraînement. J'ai rien lu là-dessus.
On rappelle qu'il est commotionné, donc est-ce qu'il va pouvoir revenir en play-off? S'il revient en play-off, il va être important, ça c'est clair. S'il est à disposition du B et qu'il le fait jouer parce que Schomberg n'est pas disponible, Brodin, ça peut être aussi un élément important. Mais dans quel état est-ce qu'il va revenir et quel sera son niveau? Ouais, ça s'enflamme pas mal dans le chat aussi sur Yannick Herren, 11 buts, 11 assists, mais il a été là où on l'attendait, il n'a pas fait plus, il n'a pas fait moins. Yannick Herren, il est inconstant, donc finalement il a fait ce que Yannick Herren faisait déjà du côté du Lausanne Hockey Club. Donc voilà, c'est Bikoff, moi, que j'ai beaucoup aimé cette saison. Est-ce qu'il a été le nouveau Bikoff qu'il dit être, un peu plus mature, conscient, professionnel et tout, ou est-ce que c'est parce qu'il avait besoin d'un contrat qu'il a fait ses 28 points et tout ça? La question, elle mérite d'être posée, hein, mais Bikoff, quand même, superbe saison, Stéphane, qu'il nous a concocté. Oui, moi je pense que ce joueur-là est encore de la vitesse, est très intelligent dans le jeu. Peut jouer au centre. À l'aile, ça a bien marché. Peut jouer sur un power play, même s'il n'a pas joué énormément sur le power play. Et il a été utilisé à 4 contre 5. Donc, c'est un gars intelligent qui peut couper les lignes de passe, etc. Moi, j'aime bien Bikoff. Je pense que c'est une excellente signature. Il a fait une toute belle saison. Je l'ai dit, il a été très mal payé au niveau des points en début d'année parce qu'il générait beaucoup de trucs et il a raté un paquet de goals. Et puis, les gars de 28 points dans cette ligue-là, messieurs, il n'y a pas des tonnes. Hein. Non. Et puis, tu l'as dit, il a fait cette saison énormément de petites choses, ces fameux petits détails qui font la différence. Il a été constant sur l'ensemble de la saison, pas au niveau statistique, mais parce que si on regarde que les buts et les assists, effectivement, il a eu un début de saison difficile, mais par contre, effectivement, moi j'ai aussi beaucoup aimé ce que j'ai vu de Bikoff cette saison. Il s'est bien adapté à ce que Dubé lui a demandé, et il l'a bien fait. Après, le petit souci que peut y avoir contre Genève, c'est sa taille face aux gros jeunes. Ouais, messieurs, allez, on connaît 2 des 4 séries des quarts de finale, donc j'ai envie de vous entendre. Petit pronostic, un peu pris à froid comme ça, en 2 phrases, pourquoi? Régis, tu commences à t'entendre parler avant, j'ai l'impression. Non, je déteste les pronostics, je me mouille pas là-dedans. J'adore, déjà la dernière fois, on m'a questionné, j'ai tenu jusqu'au bout, je parlerai même pas sous la torture. Admettons que ce soit une chaise électrique, mais je refuse. C'est un jeu. Non, c'est comme savoir s'il va pleuvoir la semaine prochaine, c'est un jeu. Voilà, il y a quelqu'un qui va se qualifier pour les demi-finales entre Fribourg et Genève, ça c'est sûr, mais il y a tellement de paramètres, je veux dire, la différence entre les deux, elle n'est pas monumentale. Genève est capable de gagner un match où ils ont 10 tirs cadrés à Genève, donc c'est... Non, mais autant lancer une pièce... Bon. Ah oui, mais ça reste un jeu, c'est du hockey, il peut y avoir des blessures. Moi, je vais dire... allez... Je vais dire Genève en 7. Mais, alors, pour contredire Stéphane, je vais dire Fribourg en 7. Voilà. Puis pour couper la poire en 2, qu'est-ce que je peux dire alors? J'ai pas de feeling. Moi, je me dis, c'est tellement... Mais ça peut être sympa à voir, cette quart de finale. Une super série. Ça va nous assurer que Fribourg, qui est le meilleur club roman de la saison, n'est pas encore en demi, mais qu'on aura un club roman de sûr en demi-finale. Ah oui, c'est ça la bonne, c'est ça. Après, on regrette des fois qu'ils s'affrontent déjà dès les quarts de finale et puis on espère en avoir le maximum possible vu la bonne saison qu'ils ont tous tenue. Finalement, on a quand même les 4 clubs romans dans les 7, donc voilà. Mais après, ça va être très très serré et très disputé. Allez, on continue les pronostics. Ah, toi, tu dis quoi? Ouais, c'est bien bon. On n'a pas entendu la tienne. Je pensais passer entre les gouttes, messieurs. Non, t'inquiète. Non, moi, je vois un avantage à Genève. Ça va être serré, 6-7 matchs. Ça, c'est très dur à dire, mais je pense qu'en effet, la défense de Fribourg peut être, même sans blessure, je les vois un petit peu moins forts dans tous les domaines, peut-être, que Genève, si Genève joue le jeu du Genève qui a été le Genève reluisant. Donc voilà. Mais après, on a quelques pronostics aussi dans les commentaires. Hein. Jalen nous dit Fribourg 4-2, Yannick 4-2 pour Genève, Nathan 4-0 pour Fribourg avec un smiley qui est plié de rire. Le blog de Plouf nous dit en 6 matchs et Simon nous dit Covid en 3. Ouais, alors ça serait pas la bonne surprise. Ce serait pas la bonne surprise. On va continuer de croiser les droits. Honnêtement, je serais surpris de savoir les pronostics. Je pense qu'on arriverait avec du kiff-kiff. Honnêtement, bien malin celui qui peut dire, écoute, avantage. Tu sais, des fois, il y a des séries, tu dis, bon, cette équipe-là est nettement plus forte sur le papier, mais ils peuvent surprendre. J'ai un feeling que. Mais là, quelle est la meilleure équipe sur le papier? Je ne sais pas. Ouais. Après, et puis il peut y avoir un détail, une petite blessure, un joueur important qui fait toute la différence. Ah ouais.
Messieurs, je vais dire à Giant dans le chat qu'il peut commencer à respirer parce qu'on va faire le bilan de la saison du Lausanne Hockey Club. Oui, on attend sa question maintenant. Il le demande depuis le début, donc maintenant on veut des questions détaillées aux Lausannois, aux autres supporters, aux anti-Lausannois et tout ça. Mais Lausanne termine 4e de la saison régulière, une saison que les Lausannois ont aussi très bien menée. Il y a eu des petites périodes de doute, mais dans l'ensemble quand même pas mal de régularité. Régis, vu qu'on ne veut pas t'entendre sur les pronostics, on veut un bilan de la saison du club vaudois pour toi. Ouais, sinon tu ne parleras pas. Hein. En combien de matchs alors? Lausanne à combien? Ah ouais, c'est Zurich en face en plus. Quel Zurich. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai beaucoup de peine là-dedans. Bon, allez, je reprends sur la saison de l'analyse. Derrière, c'est top, quoi. Il y a Tobias Stéphane, de temps en temps, on a dit un tout petit peu, il est en dessous, mais il y a un Bolshauser qui a jamais baissé le niveau. On a deux top gardiens. C'est le duo. Je suis sûr que si ça va mal, on peut changer de gardien. Il y a des défenseurs. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de souci de blessure à ce niveau-là. Mais je pense que la défense, les statistiques sont d'ailleurs là pour le prouver, c'est le summum. Et puis, devant, on a quand même vraiment des joueurs. Peut-être qu'il y a le cas Malguin qui est un petit peu délicat dans la mesure où on sait qu'individuellement, c'est un top. Et puis, bah voilà, quoi. Des fois, il joue un peu la carte individuelle, alors que ce joueur est vraiment très, très, très fort, quoi. Mais vraiment, un bilan dans l'ensemble, je trouve que Lausanne a fait une excellente saison. Dans le jeu aussi proposé, et peut-être plus parfois que dans les résultats, je trouve que Lausanne est une équipe super agréable à regarder. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'ont fait les Lions durant ces matchs. Bon, j'aime pas trop donner d'importance à certaines personnes du chat, mais vu qu'on parlait de Giant avant et puis qu'il avait certainement 36 questions à nous poser, la première, elle a quand même été de savoir si Lausanne va participer à la prochaine Coupe Spengler, donc c'est peut-être ça sa priorité. Donc ça, on ne sait pas, on en parlera plus tard, Giant, mais voilà, mais oui, pour revenir au bilan de la saison du Lausanne Hockey Club, Stéphane, ton mot dessus, hein, parce que ça sera un derby de Lyon face à Zurich que Lausanne a préparé depuis octobre dernier. Stéphane, il aime bien les derbys. Le derby, c'est rendu un derby, ça, Genève. Lausanne et Zurich, c'est un derby, ça, non? C'est un derby d'animaux. C'est un derby d'animaux. On ne l'a jamais fait, celle-là. Ah, la derby des Lions. Bon, ok, d'accord. Mais... Il ne joue pas à Rapperswil. Hein. Il ne joue pas au Cirque Knie. Hein. Écoute, ça va être une série, deux équipes qui se valent, je pense, sur le papier dans le jeu. Je trouve que Zurich a été en dessous. La blessure de Morin en défense. Je suis déçu. Je pense que Zurich a sous-performé. Lausanne a été correct, a été plus touché que les autres par le COVID. Ça a été interrompu, machin, l'accumulation des matchs. C'est une équipe qui a joué énormément de matchs depuis 2 mois. On oublie souvent d'en parler. Et je pense que c'est une équipe qui peut être affectée par ça, mais ça reste une brigade défensive solide avec 2 gardiens qui peuvent assurer le fort. Je pense que la différence peut se faire dans les buts. Zurich est aussi fort que Lausanne sur le papier, je pense. Peut-être un peu moins en défense, mais je pense que les gardiens vont faire la différence. Je ne suis pas convaincu par les gardiens de Zurich. Fleuler est en fin de carrière, clairement pas la confiance de l'entraîneur. Weber est un excellent gardien, mais encore très, très jeune. Il a atterri là-bas pour être 2e gardien. Il a fini 1er gardien. Il n'a peut-être pas encore les épaules et l'âge. Très peu de gardiens à son âge assument ce rôle-là. Et je pense que la différence peut se faire au niveau des gardiens, à mon sens. Mais donc, je donne avantage à Lausanne. Honnêtement, mais je veux juste mentionner un truc. Lausanne, hier, a joué gros. Lausanne n'a pas fait un bon match hier à Rapperswil. Bolshauser a passé à côté de son match, clairement, accordé des mauvais buts. Et je pense que pour Lausanne, ces points perdus hier, peuvent leur coûter cher. Parce qu'imaginez la situation où les 4 premiers se classent pour les demi-finales, c'est-à-dire Zug, Fribourg et puis Lugano. Lausanne se retrouve avec Zug. Si les équipes qui finissent 2 et 3... Non, mais c'est énorme. Parce que les équipes qui finissent 2 et 3 évitent Zug avant la finale. Donc, c'est énorme, ça. Moi, je pense que c'est énorme. Lausanne avait tout en main pour être 3e, on est d'accord. Ils n'ont pas fait une bonne affaire. Ils n'ont vraiment pas fait. Ils avaient leur avenir ils avaient ça entre les mains.
Et puis, je trouve que mais ils avaient peur de Genève, Stéphane. C'est exactement ce qu'on m'a dit aussi. Des joueurs du match Chambéry-Fribourg m'ont dit hier, ils avaient peur de Genève. Et finalement, ça les arrange un petit peu d'avoir perdu à Rapperswil et d'être 4e et de tomber contre Zurich. Pour reprendre les mots exacts, il vaut mieux tomber contre le Zurich qu'on a actuellement que contre Genève. Voilà, c'est exactement comme ça que ça m'a dit. Donc, Fribourg doit pas être content de choper Genève aussi, alors, si tes joueurs de Genève, de Fribourg t'ont dit ça. Bon, on parle bilan quand même, messieurs. On parle de Malguin, on parle de Hudon, Canins qui ont fait des super saisons. Moi, le joueur que j'ai beaucoup aimé et que j'ai appris à découvrir cette saison, c'est Gibbons, vraiment, qui a fait une super saison. On le voyait presque des fois comme le joueur étranger qui allait moins avoir du temps de glace et tout. Il s'est rendu utile. Il termine, si je regarde ses statistiques, avec 11 buts, 22 assists, 33 points. C'est pas flamboyant, d'autres ont fait mieux, mais il est important dans toute la patinoire et dans le dispositif de ce Lausanne Hockey Club. Est-ce que vous partagez mon avis que Gibbons c'est une des pièces maîtresses aussi, hormis le jeu défensif et des gardiens on va dire de l'attaque du Lausanne Hockey Club? Moi, je vais en rajouter un autre, c'est Corey Emerton. C'est le joueur, on n'en parle quasiment jamais. Pas spectaculaire. Il n'est pas spectaculaire, il est bon aux engagements, il a quasiment joué tous les matchs et quand il jouait pas, ça se voyait. Et quand tu as un joueur qu'on ne voit pas, enfin qu'on ne voit pas entre guillemets, quand il est sur la glace et qu'il fait plein de bonnes choses, qu'il joue pas et qu'on remarque son absence, c'est quand même quelque chose. Mais Gibbons aussi, c'est une très bonne surprise. Clairement, faut le dire, faut le souligner, c'est une bonne pioche du Lausanne Hockey Club. On se posait des questions parce que c'est vrai qu'il a beaucoup joué en 3e, 4e ligne en NHL et que là, il allait avoir un rôle un peu plus offensif. Il lui a fallu un petit peu de temps pour s'adapter aux patinoires européennes, aux jeux européens. Mais dès qu'il a trouvé ses marques, il a emmené ce Lausanne Hockey Club au top 4. C'est un joueur qui a un excellent hockey IQ. Très intelligent dans le jeu. Je suis d'accord avec Yannick. Gibbons, c'est le joueur stable avec Emerton qui n'a pas vraiment eu de haut et de bas. Il a été régulier, hormis les premiers matchs, pour s'habituer. Et puis, c'est peut-être ça que le Lausanne Hockey Club et d'autres vedettes qui ont été Malguin, Hudon, ont eu plus de haut et de bas, qui auraient peut-être eu plus de régularité, que Lausanne aurait peut-être terminé 2e de la saison régulière, Régis. Moi, j'aimerais encore qu'on parle d'un joueur à Lausanne qui a fait une super saison, c'est Christophe Berchi. Parce que, je ne sais pas si le fait que son pote... Oui, le fait que son pote Vermin soit parti à Genève, peut-être que ça lui a libéré quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, je trouve qu'il n'a pas eu vraiment de creux durant la saison, il a été bon, il a été réaliste. Alors Lausanne a peut-être cette particularité qu'il a des joueurs suisses qui lui permet de donner d'autres rôles à des étrangers que simplement amener de l'offensive et faire le jeu offensif. Quand on voit des Malguin, des Berchi qui sont des joueurs suisses, ça permet d'avoir des joueurs d'un autre rôle que par exemple si on compare avec Fribourg où on n'a pas peut-être les joueurs suisses qui permettent de marquer autant que Lausanne peut se le permettre. C'est pour ça aussi qu'on a Emerton et Gibbons qui, un peu dans l'ombre, mais excellents, pas dans la statistique, mais dans leur travail. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Berchi, il a fait vraiment une top saison et il a fait un pas en avant cette saison. C'est un élément clairement clé pour ses playoffs, pour la suite avec Lausanne. On connaît l'adversaire, c'est Zurich, on l'a un peu évoqué. Quelqu'un nous disait dans le chat, là, il faut que je remonte un petit peu trop, je ne le retrouve pas tout de suite, mais que le pire adversaire de Zurich, c'était peut-être son entraîneur, Stéphane. On l'a vu gros comme une maison, Grunborg, l'année dernière, super, pas de play-off, donc on n'a pas pu vérifier. Cette année, super début de saison. Et plus les matchs avançaient, plus on le voyait plutôt dans les mauvais côtés, nerveux, à engueuler les arbitres, à s'en prendre aux autres entraîneurs et tout ça. Est-ce qu'il ne perd pas un peu les pédales et puis Zurich patine avec lui? D'extérieur, ça donne vraiment cette impression. C'est ce que j'entends aussi un peu de l'intérieur. On me vante beaucoup ses qualités hockeyistiques. C'est un excellent homme de hockey, très intelligent, etc. Donc là, lui, il est dans le dur. Donc pour la première fois de sa vie,
c'est un gars qui a toujours coaché des sélections jusqu'à l'année dernière. On s'est dit, est-ce qu'il est capable de coacher en club? L'année passée, il a convaincu parce que Zurich a été nettement meilleur que l'année d'avant, tout ça. Donc, il a convaincu, on n'entendait que du positif sur ses qualités d'entraîneur, ses connaissances. Il n'y a pas eu de play-off, donc on n'a pas pu vérifier. Et cette année, c'est un petit peu plus compliqué. Effectivement, son étoile brille un peu moins bien. Forcément, son équipe perd des matchs qu'elle ne devrait pas perdre. L'organisation n'est pas toujours ce qu'il fallait. Mais moi, oui, il y a un élément... C'est plus compliqué pour lui, mais je vous rappellerai que l'année passée, on est allé chercher un gardien qui s'appelle Ortio. Il n'avait pas confiance en Fleuler. On lui a donné un gardien étranger qui a été assez bon. Et cette année, je pense que... Moi, je dis toujours à un entraîneur, c'est dis-moi qui est ton gardien, je te dirai quel genre d'entraîneur tu es. Et si tu as un top gun dans le but, qui te sauve des matchs, les monsieur 50%, comme on les appelle, 50% pas de réussite, mais 50% de ton équipe, si tu as un super gardien, en général, tu vas être un bon entraîneur. Très souvent. C'est une équipe assez bonne. Et je pense qu'à Zurich, je pense qu'il n'y a pas cet aspect-là. Puis je vous rappellerai que cette année, on juge la performance des équipes en disant « Ouais, Fribourg, c'est super 3, Lugano, c'est super 2, Genève, c'est décevant 6. » Messieurs, il y a combien de points de différence entre les équipes, là? Donc, il faut faire attention au classement final parce que là, il y a, en tout cas, Fribourg et Genève un petit peu moins de points, mais 2, 3, 4, 5, là, ça se joue sur des peanuts. Hein? C'est une victoire, une confrontation directe qui tourne à l'inverse, puis tu inverses les... Alors, faisons attention dans notre interprétation de la saison. Mais Lausanne reste il y a 3 points d'écart, Stéphane, pour répondre à ta question. Reste quand même mieux armé. 92, Lausanne 89. Vous vous rendez compte, là? Le 4e contre le 5e, c'est toujours indécis en play-off, mais Lausanne reste quand même mieux armé, Pascal, pour peut-être entrevoir le dernier carré. Oui. Après, on parlait des gardiens. C'est vrai que j'ai pas mal critiqué Desclos et Berra sur leur manque d'expérience récente en play-off. Stéphane l'a dit, hein, Weber, lui, il a 0 expérience en play-off. Et Flueller, moi, j'ai jamais été fan de ce gardien. Voilà, je le dis sincèrement. Oui, il a gagné des titres, mais quand on regarde l'effectif qu'il avait devant lui, il avait toujours une équipe de stars. Hein. Il y avait Seger devant, notamment. Et puis il y a eu d'autres, si on prend les effectifs de Zurich qu'il a eu devant lui quand il a été champion, il a toujours eu des excellents joueurs. Et cette année, Zurich compose avec les blessures. Peterson, on sait qu'en play-off, si on va le secouer un petit peu, il est moins bon, il joue pas. Lash, il n'est pas à 100% de sa forme. Rautianen, il fait une bonne partie de saison, mais ça reste un étranger qui est plutôt de Swiss League. Rowe a été blessé, il n'est pas encore revenu à 100%. Et puis Noro, cette saison, il n'a pas été aussi dominant que les autres saisons. Juste pour les étrangers. Puis après, quand on regarde le reste de la défense, il manque Blindenbacher qui n'a pas rejoué, qui avait beaucoup d'expérience. Donc il y a plus, avec beaucoup d'expérience, il y a Gehring, il y a Marty. Mais voilà, après. Moi, je veux vous entendre sur autre chose. Régis, toi, Andrighetto, il est quand même venu pour remplacer Pius Souter. Et il a fait le job. Hein. Clairement. Non, clairement. Je veux dire, si dans ce Zurich, et je suis assez d'accord avec vous, c'est beaucoup de grisaille, j'ai envie de dire. C'est un peu une saison grise où il n'y a pas eu vraiment de génie qui est sorti de cette équipe. Elle a semblé poussive, même contre des adversaires. Elle a perdu 3 fois contre Langnau, des choses comme ça. Mais je pense qu'Andrighetto, lui, alors il échappe à tout. Je suis désolé d'être aussi positif avec lui. Mais il est vraiment bon. Il a pris, je crois, on va dire 8-10 matchs pour venir dans l'équipe. Il n'était pas super visible en tout début de championnat. Mais là, sur les 40 derniers, il a été, j'ai envie de dire, stratosphérique. Où qu'il joue, on le voit quasiment à chaque shift. Il est dangereux, il amène. Non, alors je pense que si on peut dire qu'il y a quelqu'un qui a remplacé Pius Souter, c'est bien Andrighetto. Et là, ils ont fait l'excellent choix sur Pour moi, Andrighetto est un meilleur joueur de hockey que Pius Souter. Clairement. Okay. Pius Souter, c'est un gars c'est un excellent joueur, un excellent sens du jeu. Et il a bénéficié aussi du meilleur passeur de la Ligue la saison dernière, du meilleur fabricant de jeu de la Ligue la saison dernière qui était Garrett Rowe. Je ne veux rien enlever à Pius Souter. Voilà, tant mieux pour lui s'il se passe en Amérique, etc. Mais moi, je pense qu'Andrighetto est un joueur qui génère plus, qui est plus un leader dans le jeu que Pius Souter, qui est souvent effacé, qui est le finisseur, qui est le sniper, qui est le gars qui... Voilà. Tandis que Andrighetto, il transporte la rondelle, il génère de l'attaque, il est capable de la conserver sur sa canne, il a une glisse, il a une vision du jeu, il peut marquer des buts, il peut passer... Il est plus complet. Moi, je trouve qu'Andrighetto est un joueur qui a
meilleur que. Si on me demande de choisir entre les deux pour me former une équipe, là, je prends Andrietto. Rien à rajouter. Sur Mais... Andrietto, j'avais noté, pas oublier de parler d'Andrietto, très belle saison, donc voilà. Bon, messieurs, vu qu'on a compris que les pronostics, c'était pas votre tasse de thé, on donne un avantage à qui quand même dans cette série, sans parler de résultat final? Lausanne mieux armé ou avec pas? un lion sur le maillot. Là, je me mouille quand même. Je dis Lausanne voilà. a un petit Maintenant, Il n'y a pas de club roman, donc t'es moins pris à Il ne veut pas se faire d'ennemis. Non, non, quand même, je suis pas à ce point-là. Attends, j'ai Peter Tsaner en ligne qui dit que tu n'as plus le droit d'entrer au Hallenstadion. On le placera sur une série tessinoise, Régis. Je pense que Lausanne est le favori de cette série. Pascal? Oui, aussi. Et je pense que Lausanne, cette fois-ci, peut battre Zurich, pas comme il y a quelques années où vous avez perdu au 7e match. Moi, je pense que Lausanne... Moi, je pense que Lausanne va aussi remporter cette série. Après ça, le nombre de matchs, je dirais 6 par exemple. Ouais, parce que... 5-6 pour Lausanne, mieux armé, plus solide et puis plus constant aussi qu'un Zurich qui a fait le beau, le chaud et le froid. Allez, mon petit doigt me dit qu'on va encore continuer de parler de certains joueurs vedettes puisqu'on va élire l'équipe type de la saison régulière. Et oui, on a pris tous les journalistes de la rédaction de MySports, on a voté quasiment tous, on va dire, à bulletin secret, certains un petit peu moins que d'autres, on taira les noms, qui ont essayé d'influencer le vote, mais 8 votes qui ont été mis en avant pour élire le meilleur gardien, les meilleurs défenseurs, les 3 meilleurs attaquants, le coach, le meilleur jeune de moins de 22 ans et le meilleur joueur de la saison régulière, le joueur le plus utile, le MVP. Sans plus tarder, on ne va pas faire trop tarder le suspense. Vous pouvez donner dans le chat votre équipe type et vos joueurs vedettes. On vous écoute volontiers, on en discute, on en débat. Mais on commence par le poste de gardien de but. 2 gardiens sont ressortis de nos 8 votes. Une voix est allée à Béral et 7 autres sont allés à Gauthier Desclous, qui est donc le gardien de la saison régulière pour nous. Tiens, je viens vers l'ancien Genevois, Pascal. Gauthier Desclous, on sait qu'il a un talent énorme, il n'avait pas encore livré une saison complète, il l'a fait cette saison, et alors avec quelle classe, quelle monstruosité au fil des rencontres. Je pense qu'à part les quelques matchs où il a pris pas mal de buts, notamment en moins de 2 minutes contre Bienne, il a livré plus que la marchandise. C'est vrai que Sébastien Beaulieu, il en parle depuis assez longtemps. Depuis que Desclous est arrivé à Genève, il en parle, il vante ses qualités, il a essayé de le sortir, il l'a formé, il a travaillé sur ses yeux, sur ses déplacements, sur la façon de se positionner devant le but, puisque c'est un petit gardien. Voilà, cette saison, il a éclaté. Je pense que tout le monde l'a vu. Tu l'as dit, cette voix, même comme j'avais demandé, puisque c'est moi qui ai récolté les votes, qu'on donne au cas où d'égalité un 2e choix. Il a été nommé par les 8 journalistes. Régis, d'autres peuvent prétendre quand même à venir parmi les candidats. Mais je crois que Desclous s'impose de lui-même sur ce qu'il a produit sur 52 matchs. Je vous le dis comme ça, je suis le seul qui a voté Red Tobera, mais c'est pas grave, quoi. Mais quand même. T'as quand même dit ta 2e choix. Défends, dis-nous pas. Moi, je vais vous dire pourquoi j'ai voté Red Tobera. C'est parce que je pense que Red Tobera est 60% de la 3e place de Fribourg-Gotteron. Et je trouve que c'est un des moteurs, si ce n'est le moteur principal qui a fait que Fribourg est aussi bien cette saison, et alors que Desclous n'a pas emmené son équipe aussi haut dans le classement. Voilà pourquoi j'ai mis premier choix. Béra, et ça se défend. Voilà. Et ça se défend comme argument, c'est sûr. On ne va pas te jeter la pierre, c'est tout à fait valable et c'est tout à fait accepté. On est d'accord, Stéphane? Oui, on accepte. On va te reprendre une prochaine fois dans l'émission. Dans les 2e choix, il y a Schlegel qui est arrivé, il y a Boltzhauser aussi. Moi, je pense que Schlegel, les garçons, Schlegel, Lugano, l'argument de Régis de dire l'importance de Béra dans les succès de l'équipe, regardez la moyenne de Schlegel et les performances de Schlegel qui ont été assez régulières. Schlegel a aussi eu une énorme importance dans les succès de Lugano. Mais après ça, il faut en choisir un. C'est le gars qui nous a envoyé le sondage, il ne nous a pas donné beaucoup de choix, donc c'est un peu merdant tout ça. T'avais le choix. Ça
fait quoi? Il y a eu 30 c'est- gardiens qui ont joué cette saison. Tu avais le choix entre les 30, Non, Stéphane. je sais. Je vous ai pas c'est- fait un sondage sur Twitter comme certains. Bon, vous savez quoi? On va compliquer la tâche. On va rentrer dans les deux défenseurs de notre All-Star Team, l'équipe type de cette saison régulière. Et là, je pense qu'on va avoir plus de discussions peut-être sympathiques parce qu'il y avait aussi du beau monde à pouvoir élire. Et il fallait en retenir que 2. Et ont été choisis Ryan Gunderson, le défenseur de Fribourg-Gotteron, et Tim Heed, le défenseur du HC Lugano. Tiens, Stéphane, on reste vers toi vu que apparemment on te met le couteau sous la gorge pour faire ton choix. D'accord avec ce choix de la rédaction de MySports? C'était mes choix aussi. Donc, Tim Heed, sans aucun doute, peut-être le MVP de la saison. Au niveau de l'importance, quand il a été absent 5 matchs, on en a perdu 4. Il a marqué 4 buts en prolongation. C'est un joueur qui est bon défensivement, qui bloque des tirs, qui est bon offensivement. Il y a beaucoup de temps, les joueurs les plus utilisés là, dans le même range que Tom Ernest, tout ça, 25-26 minutes par match. Donc, clairement, la pièce maîtresse de Lugano cette année en défense. Un leader, c'est un gars qui a une expérience NHL. Et Gunderson, évidemment, pour son apport offensif. J'émets certaines réserves sur les qualités défensives de Gunderson. Ce n'est pas un défenseur défensif, mais il est tellement mobile et tellement intelligent avec la rondelle qu'il fait des choix en relance qui sont incroyables. Il a une fluidité. C'est un joueur qu'on ne voit pas énormément dans le jeu, mais qui est terriblement efficace et qui est une punaise en power play. Il est juste incroyable. Il met des passes magnifiques. Il trouve des lignes de shoot. Donc, il a battu le record à Fribourg pour un défenseur, au nombre de points. Donc, il a connu une saison extraordinaire et c'est une pièce maîtresse aussi du côté de Fribourg. Ouais, alors il y a Lionel, il y a Simon, il y a Claude, il y a pas mal de monde qui nous donne son avis. Et aussi récolté des voix, hein, on va les citer. Tom Ernest, bien évidemment, a aussi été cité et pouvait être candidat à ces deux places-là. On discute, je crois même pas. Lucas Frick, Yanis Moser, Diaz, Alatalo, Jacquemin, Nigren, Genadzi apparaissent dans le vote A et B qui ont été faits par tous les journalistes de MySports. Régis, parmi ces 8-là, tous peuvent prétendre finalement être dans le top 2, mais ces 2-là peut-être plus que les autres. On peut discuter peut-être encore de Tom Ernest, d'accord. Frick, il a fait une super saison, mais est-ce qu'il vaut peut-être l'équipe type? Je sais pas, je te pose la question. Je trouve qu'il a connu quelques moins, qu'il n'avait peut-être pas certaines saisons, il a été aussi un peu blessé, on l'a peut-être un peu moins vu que d'ordinaire. Et puis, moi, je suis 100% d'accord avec les 2 qui ont été élus, je trouve. Ils ont une petite marge par rapport à ceux-là, ceux que tu as cités. Ils sont pas loin, on va dire. Ouais, mais je pense qu'on a le top 2, quoi. Je crois qu'ils ont été impressionnants offensivement, Heed et Gunderson, surtout Gunderson sur le jeu de puissance, c'était la pièce tournante pour distribuer, surtout sur Motet, mais quand ça ne fonctionnait pas de l'autre côté aussi pour placer Di Domenico. Et ils ont ici été ultra responsables défensivement. Et je crois que c'est ce qu'on demande en premier lieu à un défenseur, raison pour laquelle je crois qu'il s'impose un petit peu dans ce choix-là. Donc voilà pourquoi ils ont été les 2 élus dans notre All-Star Team. On vous le placera après sur les réseaux sociaux, puis on amènera le débat de donner votre avis et tout ça. On vous écoutera volontiers, on vous placera cette équipe type. On passe à l'offensive, si vous le voulez bien, avec un poste d'ailier pour commencer avec... le premier joueur ailier qui a été choisi, c'est justement Sven Andrighetto qui apparaît aussi assez logiquement, on va dire, dans cette équipe type, Pascal. On en parlait avant, on peut en reparler maintenant, mais une saison sans voir Andrighetto peut-être dans notre 6 de base, c'est quelque chose qui nous est passé à travers, non? J'aurais été étonné au niveau des votes de mes collègues. Même chose que Desclos. Il a été nommé par les 8 journalistes. 7 voix de premier choix, une voix de deuxième choix. Après, on va juste préciser pour les gens qui regardent, donc j'avais demandé de voter pour les ailiers et le joueur de centre. Ouais, c'est ça aussi, il faut voir. Voilà. Et parfois, ils peuvent jouer à plusieurs postes. Hein. Ils peuvent jouer à plusieurs postes, mais c'était le poste où ils ont le plus joué durant la saison. Mais oui, Andrighetto, c'était un choix ultra logique. Il était vraiment impressionnant. On l'a encore redit tout à l'heure quand on parlait de Zurich. Il a été impressionnant cette saison et c'est clair qu'il mérite sa place en tout cas dans la triplette offensive de l'année pour nous.
Sans aucun doute. Joueur suisse dominant. Ça fait du bien aussi de ne pas avoir forcément que des noms de joueurs étrangers. C'est-à-dire que les Suisses ont su tirer leur épingle du jeu et qu'il y a du talent dans notre championnat, Régis. Oui, dans les ailiers, je trouve qu'on en trouve encore pas mal de Suisses dominants. Dans les centres, c'est un peu plus compliqué à trouver des bons Suisses. C'est bien notre problème en Suisse. Il faut des centres. Ouais, c'est ça. C'est ce que je dis toujours aux gens. Nommez-moi 5 joueurs suisses, 5 joueurs de centre suisse, top niveau. Vite comme ça, 5. C'est très dur, c'est très dur. Voilà. Bon, il faut dire qu'on a aussi beaucoup d'étrangers qui jouent au centre, ce qui fait que ça fait descendre les Suisses dans l'alignement, et les Suisses vont plus volontiers à l'aile parce que tu as plus de chances de jouer. Donc, c'est tout un ensemble de facteurs, des arguments que je peux entendre aussi. Bon, on va laisser peut-être quelques secondes aux personnes du chat pour nous dire quel est le joueur de centre qui doit être élu. Nous, on a vraiment été à l'unanimité de choisir un joueur de centre qui a terminé meilleur compteur de la saison régulière. Je donne des indices, je crois que vous l'avez compris de vous-même. On parle de Jan Kovar, le joueur étranger de l'FA Zug, Stéphane, qui lui aussi a fait toute une saison en XXL. Hein. Il a été excellent. Bon, le premier match, il a fini meilleur marqueur, 63 points. Bon, il a moins bonne c'est pas que ça qu'on a retenu. C'est pas que ça qu'on a retenu. Non. C'est un joueur. Écoutez, Zug a eu une saison extraordinaire. On ne peut pas avoir un top 5 sans joueur de Zug. Il est le gardien, il est un défenseur à un moment donné. Ça a été la fer de lance de cette équipe-là. Il a fait. Il a rendu meilleur tout le monde autour de lui, même en l'absence d'Hoffman. Il a continué de performer. Il a fait fonctionner un Dario Simeone. Il a élevé son niveau de jeu et il a transporté son équipe. Il était bon en powerplay à 5 contre 5. Il était bon dans les engagements. Il a pris des engagements importants. C'est un joueur qui est limité au niveau du patinage. S'il n'avait pas ses limites de patinage, il serait un NHL. Mais c'est un joueur qui a un sens du jeu hors norme. Il a une hockey IQ, un sens du jeu hors norme, des mains en or. Et je pense qu'il a été le joueur le plus dominant de notre championnat, en tout cas au niveau des joueurs de centre. Moi, je le compare. Sa performance de cette année est comparable à celle d'André Ghetto. C'est du même niveau, top niveau vraiment. Bon, évidemment, quand tu joues dans une bonne équipe, où tout le monde va bien, où tout le monde fonctionne, ou quand tu donnes le puck, elle finit au fond parce que tu ne donnes pas un manche à balai à côté ou un pied de céleri, ça change énormément. Tu récoltes plus de points, évidemment. S'il avait joué à Langnau, il aurait peut-être eu 25 points de moins ou 20 points de moins. C'est toujours la même chose, mais voilà, il a été... je trouvais qu'à sa première saison, il avait été bon, mais il ne m'avait pas spécialement impressionné. Mais cette année, offensivement génial, aux mises en jeu monstrueux, défensivement responsable. Enfin, il n'a pas eu de points faibles, il a évité les blessures aussi. Donc, Kovar s'imposait. D'ailleurs, il fait l'unanimité de nos premiers choix. Dans les deuxièmes choix ont été cités Corvi, Arcobello et Malguin. Mais je crois que Régis, on est d'accord que Kovar devait être le centre numéro 1 de notre équipe type de la saison. Alors, j'ai de la difficulté à rajouter quelque chose par rapport à ce que Stéphane a dit par rapport au gars. Je dirais simplement qu'il a connu une fois 3 matchs sans points et quelques fois 2 matchs sans marquer de points, mais donc une constance remarquable. La saison passée, c'était 45 points. Cette saison, c'est 63. Donc, c'était sa première saison en Suisse. Il a fait encore un pas en avant. On le soupçonnait la saison dernière, que c'était un grand bon joueur qui n'était pas loin d'être le meilleur joueur du championnat. Mais oui, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Et heureusement, il sera encore là la saison prochaine. Après, c'est la bonne nouvelle. Petite mention à Corvi quand même. Voilà, je suis d'accord avec ça, Stéphane, parce que Corvi, et je rejoins Yannick Louertz dans le chat qui dit qu'il a vraiment tiré en avant aussi cette équipe de Davos. Il n'était pas dans l'équipe stratosphérique de Zug et Corvi a fait une saison, alors waouh, on le disait peut-être encore perdu, peut-être dans les dernières années de Del Curto, et il revient. C'est pas le seul joueur davosien qui a performé, mais quelle saison, Pascal, aussi d'Enzo Corvi. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le le deuxième meilleur centre de nos votes. Quand il a fallu coucher les noms, moi j'avais mis Corvi en deuxième choix. C'était une évidence. Il n'y avait pas d'autre. Oui. Voilà. C'est un gars qui a beaucoup de points en power play aussi. Il faut voir qu'à peu près la moitié de ses points, c'est un peu comme Mark. C'est beaucoup de points en power play. J'enlève rien à des gars qui obtiennent des points en power play. Mais voilà, c'est un gars qui est bien dans les situations arrêtées. Corvi, c'est pas un grand patineur. C'est un gars qui est doté d'une vision du jeu hors norme. Il a bénéficié aussi de Nygren parce qu'à chaque fois que tu donnes le puck à Nygren pour un one-timer, tu as plus de chances d'obtenir un point. Je veux dire, regardez dans l'équipe de Davos, Ambul est le joueur à 5 contre 5 qui a obtenu le plus de points. 32.
de loin devant Corvi et de loin devant les autres. Donc, Campbell a connu aussi une saison, bon, c'est un ailier, mais Corvi, je ne veux rien enlever à Corvi, et il a connu une saison extraordinaire, et je suis un peu mitigé sur ses qualités défensives, comme l'équipe de Davos, dans le style de Davos, je dirais, mais ça reste qu'il a connu une saison remarquable, et c'est un joueur suisse. On en parlait des joueurs suisses, des joueurs de centre suisse dominants, ben, il est clairement dans le top 3. Oui, d'accord. Allez, on passe au dernier poste qui doit être dévoilé dans l'équipe type, comme elle est présentée sur la glace de notre tableau MySports. Et ça peut amener du débat, ça peut être intéressant à vous écouter. La rédaction a choisi Dario Simeone comme l'ailier qui doit accompagner Kovar Andrighetto dans le trio offensif. Dario Simeone, Régis, choix justifié pour toi? Est-ce qu'il a été emmené dans cette superbe épopée que Zug a amenée, que d'être dans la ligne avec Hoffman et Kovar l'a aidé? Il y a aussi des voix avant de t'entendre pour Motet, Berchi, Butker, Burgler, Di Domenico, Omark, Ambul, Zender, Udon, Arcobello. Il y a du bon monde, là. Il y a du bon monde, là. Il y avait du choix, hein. Il fallait trancher, mais je crois que Simeone, c'est la meilleure saison de sa carrière, et puis il n'a pas à rougir d'être là parmi les gros noms qui sont autour de lui. Alors, clairement, moi, j'avais mis Berchi. Je l'ai défendu avant, donc je l'ai défendu jusqu'au bout. Berchi, et j'avais mis deuxième choix Simeone, donc je ne peux pas être en porte-à-faux avec ce que vous avez dit. J'avais tenté de donner une petite touche romande en me disant, allez, vas-y. En plus, il n'y a pas de Lausannois dans cette équipe-là, donc je pense qu'il y a de la place pour un Berchi aussi. Simeone, ben voilà, il profite quand même bien du travail de Kovar et Hoffman pour faire une super saison. Donc, je peux tout à fait vivre avec Simeone, mais je pense qu'on peut vraiment avoir un gros débat sur ces joueurs. C'est là que c'est le plus difficile, je crois. Berchi comme Motet mérite aussi cette place, Pascal, on est d'accord. Oui, tout à fait. La difficulté, c'était d'élire deux ailiers. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est dur. Et le problème, c'est que on sait qu'en Suisse, les positions, si vous êtes ailier, vous pouvez jouer à gauche ou à droite. Les entraîneurs, parfois, ils s'en tapent un petit peu. Donc, c'était un peu plus difficile d'être cadré sur avoir un ailier gauche, un ailier droit. Et peut-être que là, Berchi serait peut-être sorti un peu plus du lot par rapport à Simeone. Mais il a quand même reçu la moitié des voix. Il a 4 voix de premier choix, 4 voix de deuxième choix, Simeone. Donc, il n'est pas passé inaperçu. Effectivement, parce qu'on ne l'attendait peut-être pas aussi bien et aussi fort. Il a été bien entouré grâce à Kovar notamment, mais il sortait d'une saison qui était en demi-teinte où il avait déçu. Et là, tout d'un coup, il revit. Ça attire plus l'attention. C'est un gars de 20 points par année. Hein. C'est un Tessinois qui a joué à Davos et tout ça. Puis c'est un gars de 20 points par année. Hein. C'est un power forward, un attaquant de puissance, gros bonhomme, gros gabarit, un peu comme Rossi à Fribourg dans le gabarit, dans le style, penché un peu, patine un peu penché comme ça. Et cette année, il est sorti de sa coquille. Il a 26 ans, vous allez me dire c'est le temps. Mais il est sorti de sa coquille, 24 buts, 45 points. Il fait des bons jeux. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé de lui, c'est qu'il a joué avec deux joueurs dans un jeu très rapide, porté vers l'attaque, avec des contre-attaques rapides, un jeu de transition rapide, mais il a suivi le rythme au niveau du patinage. Et je pense que c'est ça qui a fait sa différence, c'est qu'il a augmenté sa vitesse de patinage, sa vitesse d'exécution, sa vitesse de jeu. Parce que pas tout le monde peut aller jouer aux côtés d'Hoffman et de Kovar. Hein. On peut vite tirer la langue. Hein. Il y en a beaucoup qui s'essoufflent aux côtés de Hazen et de Vos. Ça peut être la même chose pour Zug. Hein. Devant le but, le garçon est solide. Hein. Je peux vous dire de quoi. Devant le but, là, quand tu es défenseur et tu essaies de le bouger, là, il ne bouge pas. C'est comme Rossi à Fribourg. C'est une masse, un joueur qui est fort physiquement. Et puis quand il s'installe devant le but, là, tu ne le bouges pas. On peut remettre vite l'équipe type en grand plan de la part de notre réalisateur pour demander aux gens si ils sont assez en accord avec le choix qui a été fait par nous, on va dire sans clash, sans problème, parce que il y a des choix qui s'imposent. J'ai vu quelques réactions, David. Hein. Il y a un gros débat sur le portier entre Desclous et Berra. Et puis une remarque comme quoi on a élu deux défenseurs plutôt offensifs, donc des demi-défenseurs, pour reprendre ces Billy Varpolin. Moi, j'ai trouvé quand même que Head, il a fait une grosse saison défensive. Hein. Il n'a pas seulement été visible offensivement, et comme tu l'as dit, Stéphane, on a d'ailleurs commenté le match entre Lugano et Fribourg où il marque en prolongation, mais il a aussi été très bon défensivement. Et c'est aussi pour ça que moi, je l'avais mis dans mes choix. Moi, je peux vous dire que j'ai parlé avec Serge Pelletier, parce que je parle de temps en temps avec Serge, là, pour ne pas dire souvent, et puis je peux vous dire un truc, il m'a dit, Steph, j'en ai coaché des bons défenseurs, et lui, il est vraiment bon.
Bon, Stéphane, la transition est toute trouvée. Merci. On va parler du coach de la saison régulière pour nous. Et là, je me réjouis parce que, à mon avis, ça va être sympa à discuter. On va avancer à 1h30 bientôt d'émission. Eh bien, c'est Serge Pelletier qui a été le coach de l'année pour nous. Mais à égalité avec Dan Tangnes, 4 voix chacun, et ça s'est fait au deuxième vote finalement pour les départager, avec une petite voix de plus pour Serge Pelletier. Pascal, ton avis, Pelletier, meilleur que Tangnes, ben, on ne peut pas vraiment dire ça, mais peut-être qu'il a su tirer un peu mieux de son équipe. C'est la surprise de la saison, Lugano? Écoute, je vais faire comme Régis, je vais défendre mon vote. Moi, j'avais mis Tangnes en premier, mais je comprends que d'autres ont pu voter pour Serge, puisqu'il n'avait pas une équipe aussi imposante que Zoug sur le papier. Non, il a fait un boulot extraordinaire, Pelletier, à Lugano, avec une équipe peut-être un petit peu plus faible que celle de Zoug, en tout cas sur le papier, avec plutôt pas mal de doutes, j'ai envie de dire, sur quelle est la forme d'Arcobello à son âge, Butker qui traverse l'Atlantique après 700 matchs sur NHL, qu'est-ce qu'il va pouvoir amener, Ed, on ne le connaissait pas réellement, tout ça, donc Schlegel, Sturkirchen, on n'était pas sûr d'eux non plus. Non, voilà. Le choix logique au final de Serge Pelletier. Je suis très content que ce soit un choix aussi qui était aussi serré. J'attendais les derniers votes et j'étais là. Mais je crois qu'on a presque tendance à donner Tangnes parce qu'il a fait une saison monstrueuse, et puis 2-29, et puis qu'il a un effectif pléthorique. C'est une équipe aussi peut-être plus facile à coacher que d'autres clubs de ce championnat de National League. Jamais trop entendu de remous. Enfin, il y a beaucoup de jeunes qui poussent, mais qui ont été intégrés et tout ça. Mais c'est vrai, mérite à Serge Pelletier, Régis, d'avoir aussi amené Lugano à cette deuxième place. Je veux rien enlever à Dan Tangnes, mais il a fait exactement ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire dominer le championnat, il a mis ses joueurs en valeur et tout, il a travaillé sur une continuité, je pense qu'il est évidemment dans le top 3 des coachs de la saison, mais pour moi, j'ai apporté ma voix à Serge Pelletier sans hésiter parce que je pense qu'il a fait un super boulot avec cette équipe, qu'il l'a mené d'une équipe à peine playoffable, si j'ose dire, à une équipe de podium, et il a vraiment su tirer cette équipe en avant. Il a aussi pas mal de leaders de forte tête dans ce vestiaire, hein, n'oublions pas. Ça, on ne s'en rend pas compte tous les jours, je pense, mais j'imagine qu'il a géré quelques égos pas toujours évidents, et au final, on a vu que tout le monde a tiré à la même corde. C'est un demi-championnat extraordinaire livré par Lugano, et il a géré ça fort bien. Et je pense qu'il a aussi, et ça, je tiens quand même à le mettre en avant, c'est le premier entraîneur qui sait nous prouver que Niklas Schlegel n'est pas une pive, comme certains ont voulu le faire penser à Berne et peut-être même à Zurich, mais il a aussi su lui prouver, lui donner cette confiance, et je trouve qu'il a développé ce gardien-là, ce qu'aucun autre coach avait su faire jusqu'à présent. Voilà. J'aimerais juste rebondir sur ce que tu dis, Régis, par rapport au fait qu'il a géré des fortes têtes. C'est aussi le travail d'un entraîneur de faire que tout aille bien, comme tu le soulignes. Et c'est peut-être aussi pour ça que Tangnes c'est peut-être aussi une des qualités de Tangnes. On ne sait pas ce qui se passe dans le vestiaire de Zoug. Et pour qu'une équipe aille bien sur toute la saison, c'est aussi le travail du coach. Et c'est pour ça aussi peut-être que c'est ces deux noms-là qui ressortent facilement, parce que Lugano a fait une super deuxième partie de saison, Zoug a fait une super saison sur l'ensemble de l'exercice, et c'est pour ça que ça a été ils ont eu tous les choix, tous les premiers choix de nos votes. Stéphane, on ne peut pas t'entendre, toi, t'as un parti pris, donc on va t'écouter. Moi, je veux juste rajouter un truc, c'est qu'un entraîneur qui connaît une telle saison, qui n'est pas confirmé pour l'année prochaine, et qui va probablement perdre son travail, parce qu'on le sait, tout le monde sans doute, là, c'est pas dit, mais Chris McSorley, visiblement, selon toute vraisemblance, va se retrouver du côté de Lugano. Rien de confirmé, évidemment, c'est pure spéculation, mais voilà. Et le gars, il sait ça. Il sait qu'il a appris ça durant un match à Fribourg, que tout à coup, Chris McSorley était là. Dominique Elie avait oublié de lui dire qu'il discutait avec d'autres coachs. Puis malgré tout ça, parce qu'il y avait des coachs qui seraient dit ouais, je ne fais pas de contrat l'année prochaine, puis regardez-vous, quoi. Mais non. Cookson, la même chose, son assistant, qui est un excellent assistant de métier, qui est assistant avec Crawford à Zurich, qui n'a toujours pas de contrat non plus. On annonce Di Pietro en partance éventuellement de Davos, ça reste à confirmer. Mais dans ce climat-là, avoir une telle deuxième moitié de saison, moi je dis chapeau.
chapeau. Ce sont de vrais professionnels qui vont jusqu'au bout. Et peut-être que leur motivation était de faire mal paraître leur directeur sportif qui pense à les remplacer. Mention aussi à Christian Dubé qui a récolté pas mal de deuxième voix aussi avec la saison qu'il a fait en tant que jeune entraîneur du côté de Fribourg-Gotteron. On va élire aussi le meilleur jeune. Meilleur jeune, on comprend dans la catégorie des moins de 22 ans. Soyons précis avec cette rubrique que Pascal nous a bien mis en place et tout. Et a été retenu parmi les candidats. Il y avait Miranda, Gross, Geiser, Sigrist, Marco Lehmann. Mais le vainqueur, selon nous, du jeune qui a peut-être le plus impressionné, c'est Yanis Jérôme Moser, le défenseur du HC Bienne. Pascal, tout un début de saison, mais quand même, le garçon n'a pas l'air de faire beaucoup de déchets dans son jeu. Il est efficace, même si un petit peu moins présent offensivement sur la fin de saison. D'un autre côté, offensivement, c'est pas ce qu'on lui demande non plus d'être, même s'il est aligné sur le powerplay. C'est d'abord un défenseur défensif. Et il a fait ce qu'on a attendu de lui, comme tu l'as dit. Après, j'aimerais juste préciser sur la catégorie du meilleur jeune, j'ai pas mal réfléchi aussi à où mettre la limite, parce que c'est vrai que si on regarde les M20, il n'y a pas tant de choix que ça de joueurs réguliers. M21, même chose. Et puis, on sait que la National League aimerait bien que les U20 Elite deviennent les U22 Elite prochainement. Donc je me suis dit que c'était un joli clin d'œil pour voir qu'il y avait quand même pas mal de joueurs en M22, que c'était peut-être pas une bonne idée de les ranger dans une catégorie à part, dans une ligue à part, j'ai envie de dire. Pour revenir à Moser, oui, il a fait un très bon début de saison. Il a été extraordinaire en début de saison. Il a permis à Bienne de ne pas couler alors que ça allait pas bien. Et ensuite, il a fait son job. Et je pense qu'il a un avenir certain en National League. Clairement, je suis d'accord, Moser. Écoutez, mais le souci qu'on a, c'est c'est sa troisième. Bon, il a l'âge des autres, donc il faut le comparer. Il est dans le moins de 22, clairement, mais c'est sa troisième saison. Donc, il a nettement plus d'expérience que d'autres. Et moi, je ne veux rien enlever à Moser, qui a connu une saison hors norme en début de saison. C'était 3 matchs, 7 points. Ensuite, 17 matchs, 17 points. Ce n'est pas son type de joueur. Ce n'est pas un gars qui va nous affoler les compteurs année après année, à mon avis. Il a pas il a amélioré sa game offensive. Il joue sur le power play, etc. Mais ça reste un défenseur, à mon avis. Il a amélioré sa mobilité. Il a amélioré un petit peu son côté offensif, mais je pense que c'est un défenseur two-way qui est très responsable défensivement et surtout qui ne prend jamais de risques. Donc, on dit souvent qu'il ne fait pas d'erreurs, mais si tu ne prends jamais de risques, tu ne peux pas non plus faire beaucoup d'erreurs. Voilà. Donc, il donne toujours il joue au plus simple et c'est sa grande force de jouer au plus simple. C'est sa grande force. C'est pour ça, Stéphane, je n'ai pas privilégié, vu qu'on a l'habitude de donner le vote pour lequel on a orienté ce choix. C'est pas pour ça que j'ai choisi Yanis Moser. Je suis parti sur Marco Lehmann parce que lui, c'est sa première saison avec Rapperswil en National League et il a été vraiment extraordinaire. Il a su vraiment encore élever son niveau de jeu de ce qu'il nous avait déjà fait en Swiss League auparavant. Et pour moi, ça a été la révélation parmi les jeunes, Marco Lehmann. Je tenais à le souligner. Oui, on peut donner facilement son vote à Yanis Moser. Mais moi, je tenais aussi à défendre le mien avec Marco Lehmann. Moi, je ne l'ai pas donné à Moser. Mon premier vote, ça a été pour Justin Sigrist. C'est un joueur que sur lequel j'avais beaucoup de réserves. Je le connaissais en junior, je l'ai vu au championnat du monde. Vous le regardez patiner, vous vous dites « Wow, c'est compliqué le hockey pour lui ». Mais non, il a un excellent sens du jeu. Le puck colle à sa palette. Il a joué au centre à Zurich. Il a pris beaucoup de responsabilités. Il joue dans les deux sens de la patinoire. Il a pris de la vitesse. J'ai parlé avec Sven Leyenberger, le directeur sportif de Zurich, de ce joueur-là. Il l'a en haute estime et il joue vraiment du bon hockey. Ça ne sera jamais un grand chasseur de points, mais ça va être un joueur très utile, un joueur de centre suisse qui va peut-être être dans le top 5 des joueurs de centre suisse dans les prochaines années. Pourquoi pas une place en équipe nationale? Il a 21 ans, c'est un 99, un petit peu plus vieux que Moser, mais c'est sa première saison où il joue vraiment régulièrement. Et j'entends beaucoup de bonnes choses de Justin Sigrist. À toi de défendre ton choix, Régis. Alors, moi, j'ai voté pour Moser parce que vous me parlez de tous ces joueurs, d'accord, mais de joueurs qui n'ont pas 22 ans, c'est celui qui a la place la plus importante. Il est capitaine, oui, c'est sûr. Il sait quand même faire pas mal de choses, même si on le sent qu'il n'est pas très porté vers l'offensive. Mais si je pense encore au match d'hier qui était super important, il a pris ses responsabilités, il a essayé de s'impliquer dans le dernier tiers-temps. Je l'ai vu aller plus vers le but. Je pense vraiment que c'est un joueur qui franchit chaque saison des pas. Et pour moi, clairement. Après, les deux que vous me citez,
vraiment des joueurs super intéressants. Lehmann, belle surprise comme joueur, mais preuve aussi que quand on fait une bonne saison en Swiss League, qu'on n'est pas un joueur condamné à un rôle mineur en National League, on a aussi de quoi peut-être montrer qu'on peut l'intégrer, cette ligue supérieure. Et je pense que Lehmann est un très bel exemple. Il faut que les joueurs soient bien accompagnés. Regardez Nils Baumer à sa début de saison à Bienne, il jouait 4e bloc ou 13e attaquant. C'est pas son type de jeu. Il n'était pas accompagné par des joueurs de talent. Il part à Davos dans un style de jeu beaucoup plus offensif, échevelé, etc., qui lui correspond probablement un peu plus. Mais on l'a mis avec des bons joueurs en power play, en prolongation. Le gamin, il a 2 points en 21 matchs à Bienne. Il n'était pas dans les bons papiers de Leuenberger. On a parlé de son attitude, machin. Comment détruire un jeune en 3 temps, mais c'était facile à faire. Et puis le gamin, il est parti à Davos, c'est 18 points en 23 matchs. Vous allez me dire beaucoup de deuxième assist, il faut voir les points qu'il a fait. Mais quand même, avec des bons joueurs, un bon joueur de hockey intelligent qui est clairement un joueur de top 6, top 9 dans cette ligue, si vous le mettez dans des conditions pour performer, on l'avait avec Baumgartner l'année passée à Davos, ça fonctionne. Regardez Sandro Schmidt. Sandro Schmidt, c'est l'homme providentiel de Christian Dubé. Sandro Schmidt est toujours mis en avant. À mon avis, ça restait pas un joueur de top 6 dans cette ligue-là, mais c'est un joueur de centre, de 3e bloc, de bonne qualité. Et Christian Dubé fait tout pour entourer Sandro Schmidt soir après soir. Sandro Schmidt paraît relativement bien. Il l'utilise à toutes les sauces, etc. Voilà. Bon, messieurs, on prend le mélange de tout ce qu'on a dit. On secoue bien et on va élire le joueur le plus utile, le MVP de la saison régulière. Et à ce jeu-là, le choix, c'est, on va dire, relativement très vite tourné vers un joueur qu'on a déjà encensé. C'est Jan Kovar, Régis, qui est le joueur qui a été le plus utile à son équipe cette saison. D'accord avec ça ? Pas tout à fait. J'ai voté pour Andrigetto, donc voilà. C'est pour ça que j'avais le sentiment que ça pouvait être. Voilà. Mais je vis très bien. C'était mon deuxième choix, évidemment. Je ne pense pas que beaucoup de monde ne peut passer à côté de Kovar comme MVP en position 1 ou 2. Voilà quoi, on a dit tellement de bien sur Kovar, on en a dit tellement du bien sur Andrigetto. Ce qui plaide pour Kovar, et je suis d'accord, c'est que son équipe termine en tête. Et j'imagine que ça peut, ça doit même peser sur un vote pour le rendre encore plus utile qu'Andrigetto. Mais je pense que c'est plus une performance collective de Zug que simplement Kovar qui est ressorti du lot. Alors qu'à Zurich, très, très franchement, là, vous me dites Andrigetto, mais quel autre joueur de Zurich a été mis en avant, s'est montré cette saison? J'ai beaucoup plus de peine à le lire, quoi. Voilà. Et à mon avis, Andrigetto, il souffre de ça, et Kovar, il récolte les fruits de son équipe. Bon, des deuxièmes voix, il y en a eu aussi pour Desclous, Omark, Tömmernes, Motet. C'est vrai que le choix, Pascal, s'est rapidement tourné vers Kovar. Alors, si on connaît le vote de Régis, on connaît le vote de tous les autres. Donc, le tien, c'était le joueur de centre de Zug, vu que c'est du 7-1 dans les premiers votes. C'est même le premier nom que j'ai couché sur ma feuille, en toute honnêteté. J'ai d'abord voté pour le MVP. Régis parlait qu'il était bien entouré, que c'était plus facile pour lui, mais c'est aussi le rôle d'un leader de tirer son équipe vers le haut. Et quand on parle de MVP, on parle de Most Valuable Player, de joueur le plus utile à son équipe. Et Kovar, il était là tout le temps. Il a remplacé, il a pris ce rôle de leader quand il y avait des gros absents, hein, même au niveau des tâches défensives. On l'a dit tout à l'heure en parlant de son élection de joueur de centre de l'année pour nous. Moi, mon deuxième choix, c'était pour Motet. J'ai trouvé que sa saison était extraordinaire, qu'il avait tiré Fribourg quand il est monté graduellement dans l'effectif de Christian Dubé. Donc, on peut trouver aussi des solutions comme ça pour d'autres, comme avec Andrigetto. Mais je comprends. C'est vrai que pour mon deuxième choix, j'ai pas mal hésité entre Motet et Andrigetto. Bon, moi, c'était facile. C'était Kovar en 1, Andrigetto en 2. Je ne me suis pas trop mouillé, mais c'est vrai que Andrigetto avait aussi eu cette période de 21 matchs avec au moins un point qui a rendu presque trop indispensable pour Zurich, et c'est lui qui a su aussi permettre à Zurich de rester longtemps 2-3e. Mais comme Zurich a baissé, Kovar, pour pas grand-chose, peut passer devant.
Alors nous, on est déjà en train de se chauffer. Vous allez me dire, c'est normal. On fait le bilan de la saison régulière, on joue les prolongations, on va bientôt entamer la 3e prolongation, on est dans les grands overtime. On va encore être pour parfaitement complet, faire un petit point sur la Swiss League. Avec les demi-finales qui continuent. Ce soir, 2 matchs à suivre sur MySports One, Langenthal à Joie, sur MySports Pro, la rencontre Holton et Cloton. Tiens, Stéphane, toi, on va parler avec Régis après et avec Pascal. Mais Stéphane, on ne t'a pas entendu depuis un moment. Que t'aspire pour l'instant ce début des demi-finales, notamment à Joie qui a perdu la première manche chez lui face à Langenthal? Bon, Langenthal avait joué une plus longue série qu'Ajoie, était probablement un peu plus dans le rythme lors du premier match. Ça, on voit ça souvent. L'équipe qui a eu une longue série avant est souvent très bonne lors du match, le premier match de la série suivante, et tandis qu'Ajoie avait eu un petit congé. J'ai suivi un peu la série d'Ajoie contre Viège. Ajoie a gagné en 4 matchs sans vraiment me convaincre. Et j'ai eu des statistiques détaillées là-dessus au niveau des chances de marquer, comment ça s'est déroulé. Je n'ai pas été convaincu par la performance d'Ajoie au vu de l'effectif. Et je n'ai pas été convaincu par la performance d'Ajoie lors du premier match. Et je pense qu'Ajoie ne joue pas son meilleur hockey de la saison actuellement. Et ça, c'est problématique. Je pense que Gary Sheehan, là, il doit se gratter la tête un peu. Il doit sentir qu'il y a, pour l'instant, la barricade, la chimie n'est pas là. Je sens que cette équipe-là n'est pas au meilleur de sa forme. Donc, je m'inquiète un peu. Est-ce que Gary est sous pression avant le match 2 au Showrun, Régis? Gary est toujours sous pression. Si vous ne le connaissez pas, apprenez à le connaître. Il se nourrit de la pression. Donc oui, Gary est clairement sous pression. Il l'est encore plus aujourd'hui. Moi, je suis effectivement pas rassuré du tout par ce qui se passe avec Ajoie. C'est vrai que je peux comparer un tout petit peu la situation avant cette demi-finale à ce qui s'est passé avant le quart de finale, parce que Viège avait disputé les pré-playoffs. Ils avaient eu que 4 jours de pause. Ils arrivaient, ils ont eu du rythme. Ils ont mieux entamé dans le jeu, je parle, qu'Ajoie, qui a eu beaucoup de réussite sur les 2 premiers matchs. Et on se retrouve avec Langenthal un peu dans les mêmes conditions. Simplement, Langenthal, c'est pas Viège. Langenthal, c'est complet, il faut le dire. Il n'y a pas vraiment de point faible dans cette équipe. Il y a quand même 3 super bonnes lignes qui tournent. Il y a un gardien qui est Caminada qui répond présent. Et en plus, Langenthal, c'est efficace, tout l'inverse de Viège. Et pour ne rien arranger à ce tableau que je dépeins, pas très rose pour l'instant, mais après, je nuancerai un peu, c'est que Langenthal est une équipe qui ne convient pas à Joie, donc il y a en plus ce petit complexe. Donc pour moi, je veux dire, j'ai déjà pensé que le premier match était super important pour Ajoie, ils l'ont perdu, mais alors le deuxième, il devient quasiment capital. Donc ce soir, je pense que Ajoie doit absolument gagner pour, je dirais, remettre les compteurs à zéro, mais aussi mentalement montrer qu'ils y croient, quoi, qu'ils peuvent le faire. J'ai commenté le match, Régis, de l'acte 1 d'Ajoie. Ils avaient commencé presque trop bien avec le premier tir cadré qui va au fond, 1-0 après 22 secondes de jeu. Puis on s'est effacé dès que Langenthal a commencé à mettre en place son jeu et est venu un petit peu embêter ses Jurassiens. Et on a eu 7-8 minutes où on s'est loupé et on a dû courir après le score tout le temps. Et le blocage, on y repense à ces statistiques complètement défavorables contre cette équipe. Mais voilà, moi je te rejoins. Le match 2 est souvent une autre histoire. En plus, Ajoie va devoir se rebuffer dans une patinoire dans laquelle il ne gagne pas souvent, sauf qu'il a gagné cette saison, 4-0. Donc ça peut aussi être important pour la tête des Jurassiens de se baser sur ça, de se dire que le Showrun n'est pas le cimetière qu'on a connu les autres années et qu'on va pouvoir avancer de l'avant. Un mot sur l'autre série, Pascal. Cloton gagne 6-2 le premier acte. Holton, on va dire, pour avoir sa chance, on a l'impression, dans cette série, doit faire sien du match numéro 2 pour espérer encore quelque chose dans la série. Oui, bien sûr. Et tout va passer par comment Söderström, l'entraîneur, va pouvoir réussir à contenir la force de frappe de Cloton. Moi, j'ai regardé ce match-là. J'ai écouté Régis et Jérôme Bonnet commenter ce match avec beaucoup de plaisir. J'avoue que j'avais un petit doute sur Cloton parce qu'ils avaient eu une série un peu facile en quart de finale, contre chaud de fond, seulement accroché sur 2 matchs. Voilà, j'ai été convaincu par Cloton sur ce premier match. Ils ont su répondre présent face à Holton, et on sait qu'Holton peut être très accrocheur en Swiss League. Donc voilà, mais c'est vite devenu un sens unique. Je crois que Régis va t'expliquer pourquoi Holton n'a peut-être pas sa chance contre Cloton avec les pertes qu'il y a eu. Oui, je sais. J'en ai parlé la semaine passée, des problèmes des blessés et des absences à Holton. Ça fait trop, Régis.
Ouais, pour moi, clairement, ce Holton-là n'est plus celui qui a affronté Sierre, d'une part. Il y a trop d'absence avec Ritz qui a encore été blessé, avec Stempfli qui n'a pas le droit de jouer, avec les départs d'Otman, McTavish. Là, si vous me demandez un pronostic, je pense que ce sera 4-0 pour Holton. Excusez-moi d'être aussi peu positif pour Holton. S'il y a quelques supporters ou joueurs d'Holton, ils vont probablement se dire on va bien rigoler si on gagne le match de ce soir, parce que celui-là, il est absolument nul. Mais pour le coup, je suis désolé, mais je ne vois pas comment ils peuvent. Régis, on aura eu une prédiction de Régis. Voilà. 4-0. Voilà, c'est bon. Il aura fallu moins, attendre je peux 1h50 m'appuyer sur On peut rendre l'antenne. Steph, voilà. Cloton a quand même dû batailler en 5 matchs contre Chaux-de-Fonds, mais n'a pas dû non plus trop puiser dans ses ressources. Est parti sur une base assez facile pour l'instant contre Holton. Est-ce que ça dessert, on va dire, celui que l'on annonce quand même le favori à la promotion, d'être pour l'instant pas vraiment contredit dans ses playoffs? Peut-être, mais eux, ils ne vont pas jouer des matchs pour jouer des matchs ou perdre un match pour en jouer un de plus pour être contredit. Donc, ils sont là où on les attendait. C'est le grand favori de ce championnat avec les moyens qu'ils ont, l'équipe qu'ils ont, la profondeur. Ils sont allés chercher un étranger en plus, machin. Donc, ce Cloton-là ne surprend personne. Ils sont là où on les attendait et je pense qu'ils vont aller en finale clairement. Contre qui, j'en sais rien. Mais je pense que cette équipe-là, le chemin est tout tracé jusqu'en finale et puis risque d'être championne. Quand je vois Ajoie jouer, je me dis, bon, à moins que ça change, ça va être compliqué pour Ajoie. Les étoiles ne sont pas aussi bien alignées qu'ils auraient pu l'être. Oui, il faut que ça change ce soir, Régis, pour Ajoie, parce qu'à 2-0, Langenthal, qui a une équipe de play-off, ça peut commencer à devenir compliqué. Alors moi, je veux croire qu'une série, elle ne se joue pas sur un match et que la tendance pour l'instant, elle n'est pas très favorable aux Ajoulots. Ils ont été, on va dire, convaincants une fois jusqu'à présent sur 5 rencontres de play-off. C'est quand ils ont dominé Viège 7-0 à Port-Entruy. Mais voilà, quoi, le déclic est peut-être pas loin. Je pense que si Ajoie réussit à débloquer la situation contre Langenthal, il ne sera pas facile à croquer s'il arrive en finale. Mais c'est loin d'être fait. Ça, je rejoins tout à fait que Ajoie n'est pas en bonne position pour l'instant et voilà, est un peu à la peine. Tout dépendra en fait si ils ont réussi à tourner la page de ce premier match, les Ajoulots. Le travail mental, tu l'as évoqué, la tête, c'est très important dans un début de série de play-off et perdre comme ils ont perdu, c'était samedi. Non, ouais, exactement. Voilà, bon, ça peut mettre un coup au moral. Je vais encore ajouter une chose. J'ai trouvé les statistiques des temps de jeu du match et quand je vois que Eisen de Vos ont joué 25 minutes sur un match qui ne tournait pas en leur faveur et que d'autres dans le 4e bloc ont joué 3 à 4 minutes, je me dis que ça doit quand même pas aller fort et on donne toutes les clés à Port-Entruy aux mêmes hommes et à un moment donné, je suis pas convaincu que ce soit comme ça. C'est souvent les seconds couteaux qui peuvent tirer le répac du jeu et puis débloquer peut-être la situation quand ça devient comme ça compliqué. Mais bon, allez. Début d'éléments de réponse de comment vont avancer ces demi-finales de Swiss League ce soir, à 19h40. Soyez présents, MySports One, MySports Pro, pour suivre les 2 rencontres. Je vais vous remercier, messieurs, Pascal, Régis, Stéphane, Michael à la réalisation de cette émission. À vous tous pour vos superbes questions. Il y en a eu énormément des remarques aujourd'hui. Ça a été très, très agréable de vous suivre. On vous donne rendez-vous parce que les pré-playoffs, c'est dès demain. Vous pouvez nous écouter, nous réécouter sur YouTube, sur les plateformes de podcast habituelles. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner. On est très content de débattre ici. Ça a été long, presque 2 heures aujourd'hui, mais on s'habitue à tenir un rythme de play-off, messieurs. Hein? Moi, j'ai un peu d'avance avec Pascal au niveau de la barbe. Vous, la forme, la condition, elle va bien. Pas de souci. On tiendra la 3e heure. On termine donc de manière capillaire. Allez. Merci d'avoir été avec nous et Overtime reviendra lundi prochain en attendant beaucoup de hockey qui vous attend cette semaine. Bye bye. Ciao. Ciao. Bye bye.